C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance sur Ichi. Il était un prince sans cœur et plein de pouvoir, elle une petite fleur sans trop de magie. Ils se sont trouvés malgré leur destin, c'était pas leur jour de chance, mais un cadeau de la providence. En tout cas pour nous c'était trop bien. Bonjour à tous, ici Lucas-Fille, bonjour Aurélie. Bonjour Claire. Ah, tu t'es surpassée, elle est parfaite cette chanson. Bien joué. Bien joué. Oh, fallait de la poésie, de la tendresse, de la douceur. Ah ouais, parce qu'aujourd'hui on vous parle d'un drama qui a fini d'être diffusé il y a pas très longtemps, qui rend la toile hystérique et à juste titre. Et bah nous pareil, complètement accro à ce drama. On en sort tout juste, hein, donc comme on disait avec Aurélie, on va vous faire du fangirling éclairé. Espérons que vous allez vous jeter sur ce drama qui alors est le gros coup de cœur de l'année et un des gros coups de cœur qu'on a eu toutes les deux depuis très longtemps, même s'il y a beaucoup de dramas qu'on a adoré toutes les deux, mais alors celui-là il sort du lot, hein. Il sort vraiment du lot, c'est sûr. Et merci encore de me l'avoir recommandé très chaudement. Ah, j'insistais, mais que tu sais que quand j'insiste en général c'est que vraiment il y a du très lourd, hein. Ouais, je sais. Je t'ai fait beaucoup moins attendre que pour The Wolf. Tu constateras que j'étais derrière toi à 1 ou 2 semaines près. Non mais on est encore au-dessus de The Wolf. C'est vrai que comme c'était un drama qui était assez rapide, d'ailleurs la première fois que toi et moi on va dire qu'il manque des épisodes à ce drama. Oui, marquer cette journée d'une pierre blanche, hein, parce qu'en général on dit non mais faut qu'il coupe dans l'art, il y en a marre et tout, des ventres mous, des machins. Là il manque quelques épisodes. La fin ça va trop vite quoi, on en voulait encore plus. Oui, puis ça a amené à quelques petites faiblesses de dernière minute. Mais on va dire que du positif, mais c'est vrai qu'on est obligé de dire qu'il y a un léger petit couac à la fin qui pour autant ne gâche pas le plaisir, mais c'est vrai qu'il y a quelques fainéantises qui sont d'autant pas pardonnables que tout le reste est tellement soigné, tellement bien produit, tellement beau, tellement stimulant, enrichissant, inspirant que tu comprends pas quoi. Ouais, c'est vrai que la fin elle est un peu expédiée et 2 ou 3 épisodes de plus ça aurait pas été de refus, on va dire. Mais encore une fois, faut pas que ça vous fasse peur. Vous pouvez aller le regarder sans problème, ça vous gâchera pas le plaisir du visionnage. Je pense que tu fais bien de le dire parce qu'on a eu quelques quand même soucis avec certains dramas. On était à fond et vraiment à la fin nous a laissé en PLS. Là, c'est pas le cas. C'est juste qu'on en aurait voulu encore une petite lichouille. On aurait bien lichouillé un peu plus, oui, c'est sûr. Carrément, oui, oh là là. Alors, c'est un drama qu'on vous recommande, pas les yeux fermés, parce qu'il faut les garder ouverts tout le temps, hein, parce que c'est quel régal, quelle beauté, Ah non, mais c'est trop beau. Et puis, c'est hyper dense, comme tu l'as dit, c'est bien produit, c'est hyper bien pensé. Le scénario, franchement, la symbolique, voilà, on va revenir là-dessus, vous savez que c'est notre marotte, mais on se régale à tous les niveaux, quoi. Et puis l'interprétation, on va avoir pas mal de choses à en dire aussi. Oui. Et puis puisque alors c'est vrai que certains viennent nous voir que pour les dramas, mais en général on sait que vous êtes polyvalents et que vous nous suivez aussi sur le côté Star Wars et vice versa. À recommander pour les fans de Star Wars qui ont du mal des fois à se lancer dans les dramas, et ceux qui adorent le rélo, allez-y à fond, parce que nous, alors le nombre de parallèles, on pourrait sortir notre grille de bingo. Et alors ce drama avait tout pour nous plaire. C'est vrai que ça a été la régalade, quoi. Ah oui, à tous les niveaux, ça a été la régalade. C'était vraiment chouette. Et effectivement, alors toi, tu regardes beaucoup, donc je me dis pour qu'il éclipse les autres, c'est que quand même, t'es pas la seule grosse consommatrice de drama qui a eu ce ressenti. On citera Avenue X, entre autres, qui a un regard très critique sur les dramas, etc. En plus, elle est chinoise, donc voilà. Et pareil, elle a craqué complètement sur ce drama. Pour l'instant, c'est son gros coup de cœur Scientia de 2022, quoi. Ah bah c'est peut-être, moi je vais oser le dire, je pense que c'est le meilleur Scientia que j'ai vu à ce jour, hein, franchement. Il détrône 10 Miles of Peach Blossom et Ashes of Love, les enfants. Ah oui, il détrône, oui. Alors pourtant je les aime, hein, vraiment. Hein, on les aime, ouais. Et ce qui est curieux, c'est que j'ai beaucoup plus pleuré sur les 2 premiers, là, que tu as mentionnés. J'ai été très émue par celui-là aussi, mais c'est vraiment différent comment ça dit. C'est juste que c'est une qualité vraiment supérieure,
l'auteur, quoi. Et je pense que comme le fait que ce soit condensé finalement suite à leur réforme, où tu as quand même des séries beaucoup plus courtes, ça devient un support, c'est beaucoup plus digeste, on va dire. Il y a des intrigues secondaires, mais elles sont moins... Elles sont toutes bien. Elles sont toutes bien déjà, oui, alors ça c'est important de le dire aussi. Il n'y a pas eu de zapping en fait. Ah, j'ai rien zappé, moi. J'ai rien zappé. Les intrigues secondaires, elles étaient vraiment bien. Les personnages secondaires, il y en a plein qui sont hyper attachants. Même certains, au début, toi tu l'avais vu quelques semaines avant moi, donc moi je te faisais du streaming pendant que je regardais. Je disais, ah, c'est quoi cette bitch et machin, etc. Et au final, ils ont tous un truc qui les rachète en fait. Ils sont pas une seule dimension, même si on part sur des archétypes. On va y revenir, notamment pour nos deux personnages principaux, mais ouais, pas eu de zapping, ce qui en général est un gage de qualité pour un drama chinois ou coréen ou à un moment donné, si délai trop la sauce et on se fait chier avec les sous-intrigues, on zappe. Là, pas du tout. Ouais, tous les arcs sont propres. Ah ouais, c'est propre, c'est bien foutu. Même si la conclusion est un peu hâtive, ça tient la route, ça se tient de bout en bout, contrairement à la postlogie. Donc c'est pour ça que les fans de Relo, là, vous devriez pas être déçus parce que, encore une fois, la conclusion, elle est... Même s'il y a des choses, on les voit venir, on se dit, oh, c'est cousu de fil blanc, ou c'est normal que ça finisse comme ça. Mais c'est pas grave, quand l'histoire est bien racontée, on s'en fout en fait que ça suive son cours logique. On n'a pas besoin d'avoir des twists machin à la con comme dans Game of Thrones qui n'ont aucun sens narrativement. Là en l'occurrence en termes de storytelling on a quelque chose de très très propre, de très maîtrisé et ça fait du bien. C'est hyper rafraîchissant en fait. Et puis c'est romantique mais assumé de ouf. Rien que le titre mais romantique. Ah le titre. Il n'y a pas mensonge sur la marchandise ça c'est sûr. Et c'est bien une histoire d'amour romantique, donc entre une fée et alors ils ont mis devil, mais c'est pas le diable au sens judéo-chrétien du terme, c'est un démon ou en tout cas quelqu'un qui est assimilé au mec le plus puissant chez les méchants entre guillemets, puisque on va voir. C'est pas un céleste. C'est pas un céleste, voilà, c'est un immortel, mais de la tribu de la lune. C'est l'équivalent des démons dans d'autres. Ashes of Love, Tales of Peach Blossom. Enfin voilà. Machin. Généralement c'est ceux chez qui on aime pas trop traîner, bien que on a toujours constaté que les célestes sont des bâtards et qui méritent tous de crever, et que finalement les démons ont parfois des côtés beaucoup plus sympathiques et attrayants. Oui, ils sont déjà ils sont pas hypocrites, donc rien que ça me les rend attachants. Mais c'est vrai que et puis la troisième, il y a les mortels aussi, évidemment, le monde des mortels, comme toujours dans les Scientia. Et puis il y a un entre-deux monde qui est le peuple de Sishan, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Silan. Et qui a son importance aussi à un moment donné dans l'intrigue. Mais par contre, on n'a pas les renards à 9 queues, la tribu des oiseaux, des machins. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs royaumes, mais c'est condensé et c'est simplifié pour tenir sur le format machin, mais ça n'enlève rien à la richesse de l'intrigue, des trucs politiques entre les différents royaumes. Ça se bastonne et machin. Ça n'enlève rien, c'est juste que c'est plus condensé, plus digeste. Voilà, c'est vraiment... Perso, j'ai apprécié. C'est du Scientia qui est probablement plus facile à l'œil d'un occidental parce qu'il reprend beaucoup d'éléments occidentaux dans son visuel. Bon, ça, on va en parler après. Qui garde le côté mythologie chinoise, mais qui est abordable pour nous, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'on rentre pas, même si on a un dragon, bon, ça va, nous les dragons, on connaît, on maîtrise, on aime ça. Encore une fois, t'as cité Game of Thrones, mais voilà, donc du coup, le dragon, c'est la porte facile d'entrée pour un occidental. C'est vrai qu'ils éliminent, bien qu'ils gardent des éléments de réincarnation, d'esprit primordial, de choses comme ça, et leur cosmogonie de base, on va dire. C'est vrai qu'ils se sont débarrassés de beaucoup de chinoiserie. Donc voilà. Après, ce que tu disais avec les royaumes, ils respectent effectivement toutes les codes des Scientia en termes de passage de réincarnation pour une élévation, une croissance, on va dire, en tout cas en spiritualité. Et voilà, c'est leur façon d'évoluer en tant que personnage. Bon, voilà, c'est le principe de la quête du héros et de l'héroïne, en fait, mais à un niveau d'immortel. Il y a un autre univers dont t'as pas parlé, parce que c'est vrai que t'as dit il y a les mortels, il y a Silan, donc c'est les hippies, c'est la nature. Ouais. C'est Tefiki, c'est machin, c'est ce que tu veux. Donc effectivement, le code des démons, on en reparlera après de leur façon de se représenter. Il y a un monde interlope aussi. Ouais. C'est celui de Haishe, qui est un monde pas très net, voilà, vraiment interlope, c'est ce qu'on peut dire, c'est un peu le Shadow World. Si on revient sur les titres, effectivement, c'est pas le titre original, comme d'habitude,
te dire. Alors, c'est Sanglan Tue. Alors, si je le tape dans mon Google Trad, ça me donne la tactique du Frisia. Je ne pense pas que la tactique du Frisia. Alors, je suis pas sûre que ce soit la bonne traduction. Ne jamais se fier à Google Trad. Ça a un rapport effectivement avec les fleurs parce que y a une raison. Un autre titre alternatif, c'était The Parting of Orchid and Demon King, qui est le titre original aussi pour le roman dont c'est adapté. Roman de Tio Lu Fei-siang. Alors, qui est productive. Alors, je te donne le nom, Aurélie, je le donne aux auditrices et aux auditeurs parce que je pense qu'il va falloir la gaieté en adaptation. C'est pour autant que le roman, pas forcément peut-être notre tasse de thé en soi et a peut-être pas finalement grand chose à voir avec le produit final. En ce moment, cette autrice, c'est visiblement un creuset où les scénaristes de drama et les réalisateurs de drama sont en train d'aller chercher parce que je suis allée regarder un petit peu ce qu'elle avait fait. Alors, elle est très très productive. D'ailleurs, le bouquin maintenant, alors qui est pas disponible en traduction, hein, mais la version chinoise, elle est sold out sur Amazon, donc comme quoi la série a vraiment eu du succès parce que les gens sont allés chercher le bouquin. Ah, ils ont fait un carton, ils ont fait un carton monumental. Hein. Ouais, et il y a un manga animé qui a été fait après ça, mais là, je pense que l'animé est plus proche du texte d'origine et je suis drôlement contente que les scénaristes soient partis dans une autre direction. Mais alors, elle a déjà été adaptée, Mes mères, sur alors un drama que j'ai vu récemment qui était The Blue Whisper avec Dil Rabat et Alan Jeune en 2 parties qui était correct, pas plus emballant que ça. Elle joue tout son coup parce qu'Alan Jeune est une sirène qui porte alors pas un fat suit, mais alors un costume d'abdos. Pour essayer de lui donner des abdos. Ouais, ou alors il est CGI à donf, mais ça avait surtout fait parler à cause de ça. Bon. Et alors, elle en a plein qui vont être adaptés. Un qui est déjà sorti, c'était The Legends avec Bailu et Ah, c'est elle qui avait écrit The Legends? Oui. Waouh. Ouais, c'est pour te dire que celle-là, faut la garder à l'œil. Hein. Non mais grave. C'était très bien The Legends, il y avait des côtés sexy et tout. Faut que je le vois celui-là, il est dans ma wishlist. Bien que je sois jamais fan de Sukai, je tiens à le dire, il est très mignon, mais je le trouve un peu tartignol personnellement. Voilà, pour moi, ça marche pas. Il est minouchet comme tout, hein, mais il manque toujours quelque chose pour moi pour Sukai. Je regarde toujours les autres à part lui. Il était très bien dans The Legends, je le soutiens. Mais dans les choses qui vont sortir, attention, on va avoir bientôt Love You 7 Times. Rien que le titre, je prends. Alors pareil, elle est à fond dans le CNCA, hein, donc c'est carrément my camp, donc je vais suivre. Back from the Brink, qui a l'air très bien. Et attention, je vous ai gardé 2 pour la fin. Summing. Alors, c'est bien parce qu'on a un personnage qui s'appelle Summing dans ce drama. Donc, je me demande si c'est lié ou pas. Est-ce que ce serait un spin-off? Ah, un spin-off, ça serait cool. Je ne sais pas hein. encore. Mais ce sera pas avec l'actrice qui jouait. Ce sera avec Yang Mi. Ah. Et alors, j'ai gardé. Attention, les yeux, Aurélie. Alors, c'est The Legend of Shen-Li avec Zanilia Zhao et Kenny Lin. Non, Zanilia Kenny. Princess is back. Alors, ce sera pas la suite, mais alors dis donc. Et alors, vu comment on a l'air de bien aimer ce qu'elle nous propose, même si les adaptations sont pas aussi réussies que celle-là, tu vois, ou j'en sais rien. Blue Whisper, c'était pas aussi oufissime, mais bon, même si The Legend c'était bien, bon bah voilà, ça m'a pas empêché de dormir la nuit. Celui-là, je t'avoue, j'espère qu'il va pas me décevoir, hein, parce que mais il va y avoir du bon qui va sortir, quoi. On va garder un œil ouvert. Bah, je te fais confiance pour avoir l'oreille sur les rails. Ah bah de toute façon, si c'est bon, je te lance dessus. Hein. Mais voilà. Et le réalisateur, c'est pareil, je l'ai noté tout de suite parce que vu le travail qu'il a fait là-dessus, Yi Zhang, il avait fait un seul drama avant, c'est Youngblood, que j'ai toujours pas vu, mais qui est dans ma liste. Mais là, je crois que je vais le remonter. Et il nous en propose pas mal à venir, donc que je vais garder également à l'œil. Tout un programme. Visiblement, ce type met merveilleusement en scène les gens et arrive à leur tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà. Et on va pouvoir le dire en long, en large, en travers. Ah oui, parce que alors là, il y a un acteur qui nous a bluffé dans cette série, dans un registre où, enfin perso, moi je m'attendais pas à cette qualité d'interprétation de sa part, parce qu'il est très jeune en plus, et il porte le truc sur les épaules. Enfin, c'est pas tout seul, parce que l'actrice Esther Yu, elle est solide aussi, mais je dirais que son rôle est plus traditionnel, globalement, que le rôle du personnage masculin, donc du démon, du devil dans l'histoire, est plus... C'est un challenge, quoi. C'est un challenge pour un acteur, je pense.
Ah bah je pense qu'on va être honnête. Moi quand j'avais commencé la série, alors sans aucune attente particulière, tu vois, bon ok, Dylan effectivement, donc Dylan Wang ou Wang Redi, si je le dis en version originale, bon bah c'est hit or miss, hein, comme tout le monde on l'avait découvert dans Meteor Garden et toi t'avais lâché, moi j'avais continué jusqu'au bout. Je l'ai revu Et dans du coup d'autres j'ai séries. repris. Oui, t'avais repris du coup. Bah oui, parce que maintenant on est dans le fan club Dylan, hein. Welcome the Dylan Wang train. Chou chou, next stop le bonheur. Non, c'est vrai que là. Alors là, il m'a tellement bluffé Ah mais tout le monde là, je me suis rematée, j'ai repris à zéro Meteor Garden et puis je l'ai fini ce coup-ci. Je maintiens qu'il y a plein de trucs chiants, mais lui il est top. Non, mais on l'avait pas oublié, tu vois, il nous avait marqué pour plein de raisons qui sont pas nécessairement bonnes. À commencer par la coiffure, mais il nous avait. Il nous avait marqué quand même. Ah ouais. Et on savait qu'il était capable de faire des bonnes choses. Je l'avais vu après dans d'autres dramas où il était, ma foi, somme toute correct, quoi. Il avait eu le challenge de reprendre Evernight, la deuxième saison, où ils avaient changé l'acteur principal. Ça lui avait valu beaucoup de contrariété parce que l'acteur principal était adoré par les gens et de devoir reprendre le rôle, ça avait contrarié beaucoup de personnes. Alors j'ai vu le premier, j'avais commencé le deuxième, enfin je finis ça pour parce qu'il y a Dylan finalement, j'en suis bien donné le truc, mais et en plus parce que c'est la deuxième partie où éventuellement potentiellement il se passe des choses plus intéressantes que dans la première. Enfin, j'avais bien aimé le premier, mais voilà, il y a du lourd qui se prépare dans le deuxième, donc je vais leur donner une deuxième chance. Ouais, on l'avait repéré. Ah bah, il crève l'écran ce mec là en fait. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais là lui souhaite que d'avoir fait des bons choix derrière. Ouais, parce qu'il va être très demandé et est devenu hyper bankable le petit jeune. Bah déjà, alors c'est pas commun parce que lui il vient pas d'une école de mannequinat, de machin et tout. Il était steward. Alors certes, il était un peu le poster boy de la compagnie aérienne pour laquelle il travaillait. J'imagine le poster. Envoyez-vous en l'air avec Dylan. Il a été repéré, c'est ça, par un producteur qui avait pris l'avion et... Ah bah, là, disons, les sorties... Moi, je veux pas qu'ils montent les sorties de secours. Hein. Elles sont ni devant, ni derrière, ni sur le côté. Hein. Moi, je reste dans l'avion. Hein. Et donc, c'est pas commun déjà. Et puis, très tôt, il se retrouve quand même avec Meteor Garden où il y avait beaucoup d'enjeux. C'est son premier rôle. Et c'est son premier rôle. Et ils l'ont confié à un mec qui débarquait, quoi. Enfin, il y avait une vraie prise de risque. Il a dû drôlement les impressionner pendant les auditions, etc. Alors, je vois pas d'autre explication. Ce qui est étonnant, parce que des fois, il a des côtés hyper quichou, ce garçon. Il est très doué pour faire les quiches, quoi. Ouais. Il peut passer en mode benet à un moment, tu te dis, mais... Et c'est ce qui nous avait un petit peu, parfois, contrarié dans Meteor Garden, en fait. Bon, le personnage est con, hein, donc de toute façon... Oui, voilà, il est con, immature, donc ça allait, coléreux, tout ce que vous voulez, donc ça allait. Mais le fait qu'il puisse jouer les quiches... Alors, et ben justement, donc quand j'ai commencé la série, je me suis dit, prendre Dylan comme seigneur des ténèbres, j'y crois pas une seconde, quoi. On te dit que le type, il va être super cheaté, machin, etc. Et alors, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai oublié d'en parler, il avait fait Miss the Dragon, que j'avais bien aimé, mais qui lui avait valu... Enfin, j'avais bien aimé, mais bon, ça se terminait pas bien. Ça se terminait d'ailleurs comme un pétard mouillé. C'est bien, je suis en train de le regarder, mais tu m'avais déjà prévenu. Voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mignonnes là-dedans, très jolies, intéressantes. Puis bon, il n'y avait pas de Ciencia, et moi j'adore mes Ciencia. Donc j'avais un moment de Ciencia, j'étais contente, j'achète le cerisier en fleurs, le dragon blanc et tout. Il avait une très belle entrée en scène, cheveux blancs à poil dans sa piscine, ça était très bien, j'achète. Bon. Mais c'est vrai qu'il était très figé et il a été beaucoup critiqué pour sa performance. Les gens l'avaient vraiment, disaient que c'était pas un bon acteur, quoi, il avait deux expressions et moi la première, je disais, je pensais pas qu'il était nul parce que je l'avais vu faire des choses pas mal, mais j'avais été un peu déçue. Alors je pense que c'est la direction et la manière dont ça avait été écrit, parce que visiblement elle en a sous le coude, Pepper. Et c'est vrai que quand ça commence, tu le revois, putain, je me dis, ils ont recyclé la perruque de Miss the Dragon, ils ont recyclé la musique de Royal Nirvana. Ah ouais, c'était bon ça. J'étais vraiment inquiète parce que je me dis, alors attends, dans quoi je débarque là? Ils ont pas écrit de musique, ils sont été feignants sur truc. J'aurais pas casté Dylan pour un seigneur démon des ténèbres, j'aurais pris Darren qui t'allait dans les Wang, je serais allée chez Darren ou je serais allée sur un mec un peu plus, tu vois, costaud. Et puis il se passe ce qui se passe, dont on va vous parler après, et tu dis ouais, c'était le seul qui pouvait faire le casting. rôle. C'est pas du tout une erreur de casting. Ah non, c'était du génie.
Ah ouais. C'était du génie. Après, il y avait aussi, pareil, qui m'avait pu me faire peur au début, le fait que tu avais encore là le rôle concon d'ingénu, machin, où tu disais, bon, alors là, elle en fait des caisses au début, Esther, mais elle est tellement jolie, tellement chou. Au début, elle m'a saoulée, je me disais, nous voilà repartis comme Jinmi au début d'Ashes of Love. Et puis très rapidement, en fait, non, c'est fait beaucoup mieux. Et après, elles n'ont pas du tout le même parcours, toutes les deux. Hein. Et puis... Bah, il y a des choses qui sont en commun. Si, il y a des choses que tu retrouves. Il y a beaucoup de choses que tu retrouves de Ashes of Love, très honnêtement. Mais c'est logique parce que c'est des archétypes, c'est du Scientia et on retrouve certaines thématiques. Mais c'est mieux fait, là, c'est sûr. Moi, je dirais quand même qu'il y a une grosse différence, surtout dans la deuxième partie. Mais bon, on verra ça après. Et puis très rapidement, non, en fait, elle saoule pas. Elle est trop adorable. Elle est trop adorable, c'est trop mignon. Esther qui alors est qui n'est pas doublée parce qu'on a oublié de dire que notre Dylan était doublé. Là tant mieux, j'ai envie de dire. Très bien. Bon, c'était obligé parce que il a un accent, paraît-il. Voilà, il a la région du Sichuan. Et c'est vrai qu'il a alors, ça passe probablement mieux dans les dramas modernes, parce que voilà, il a sa petite voix avec son petit accent moderne, je sais pas, de Kaira du Sichuan, je peux pas te dire, je sais rien. Et là, c'est vrai qu'ils lui ont mis du coup une voix un peu plus profonde, péchue, qui va peut-être mieux avec le personnage, qui fait que ça passe crème. Esther, par contre, est chanteuse, donc elle chante pour la BO. Au passage, quand je disais que je m'inquiétais pour la musique, non, la bande originale est oufissime. Ils ont un nombre de tubes là-dedans magnifiques, dont une chanson chantée par Esther Yu que j'adore, alors vraiment qui est magnifique. Et alors ils ont effectivement recyclé Royal Nirvana. Au début tu te dis pourquoi, alors probablement parce que il y a Lee Yi-tong qui est dedans et on la voit tout de suite, donc voilà, tu te fais un caméo. Bibiche. Elle est présente. Babichette est là, alors tu te dis j'espère que c'est pas de mauvais augure pour la fin des personnages. Royal Nirvana c'était... Non, t'as le Nirvana et c'est royal, et en fait c'est juste la cerise sur le gâteau de retrouver ce thème régulièrement parce que tu dis j'aime bien ce thème. Tu l'avais pas reconnu tout de suite d'ailleurs. Non, en plus. Non, je l'avais pas dans l'oreille. J'ai pas l'oreille aussi musicale que toi en fait. Donc, Ah dis donc, ça c'était la surprise finalement. J'ai une oreille musicale et je le savais même pas. Tu vois non mais comme je t'avais dit, c'est parce que j'ai fait le montage de Royal Nirvana, alors je me la suis bouffée cette musique à chaque début d'épisode quand je recherchais les scènes et les images à mettre dans le montage, donc c'est vrai que je la connais bien. C'est vrai que ça fait plaisir de revoir Bichette. Elle a un tout petit rôle, hein. C'est un caméo en début et fin de série, mais ça fait toujours plaisir de la voir, quoi. Et puis la musique, moi il y a un thème que j'aime beaucoup, c'est il y a des moments de baston où on a une espèce de thème avec des chœurs, c'est très très ethnique tout en étant martial et ça passe crème, quoi. C'est vraiment vraiment chouette. Ils l'ont pas utilisé trop souvent, ils l'ont dosé au bon moment et ça a un impact de fou. Bah, je sais pas, ils ont vraiment fait une belle... Enfin, encore une fois, c'est une belle prod, mais c'est pas étonnant, ils ont passé 2 ans rien qu'en pré-prod. Ah ouais, ouais. C'est peut-être le Covid qui les avait aussi... Je suis pas sûre, je pense qu'ils ont vraiment voulu soigner et ça se sent parce que dès le générique où tu as du concept art, en fait, finalement, c'est chiadé, quoi. Le générique, même le générique, il est magnifique. En fait. Oui. Bah, tu sens qu'il y a du pognon, hein. Il y a de l'argent, c'est clair. Hein. Il y avait des moyens. Ah, faut qu'on le dise aussi, la CGI est nettement moins dégueulasse que dans la plupart des Scientia, et même particulièrement réussie sur pas mal de trucs. Ils jouent bien avec les effets spéciaux, il y a plein de belles choses, ils essayent plein de trucs, et c'est pas du ratage, quoi. Ouais, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils proposent plein de choses. Visuellement, il y a plein de trucs que j'avais... Alors, j'en ai vu moins que toi, mais il y a plein de trucs que j'avais pas vu dans des dramas, et qui étaient bien foutus. Moi, je mettrais un bémol sur certaines bestioles en CGI qui sont encore un peu foirées, quand même. Hein, dans la forêt, là... Ouais. Le truc blanc, là... Oui, l'espèce de honey badger, je sais pas comment c'est, entre le lapin et le putois, tu vois. Je sais pas trop. Oui, mais alors... c'est vraiment le seul bémol, pour le reste, c'est quand même vague. Alors, il y a un autre bémol qui est... Alors, attends, si, je tiens à le dire. Il y a un autre bémol, c'est les coiffures. En métal, tu te dis, si on allait chercher dans les compressions de César, quelques trucs particuliers, what the fuck, j'ai pas possible. Mais surtout chez les Célestes, quoi. Mais surtout chez les Célestes, mais même lui, il est quand même à un moment, il récolte des costumes. Et pourtant, dans le même temps, j'adore les costumes. Parce qu'ils globalement, ils sont beaux, les hyper bien pensés.
apprécier les costumes et que justement, il y en a certains qui sont sur papier, honnêtement, très moches. Mais ils arrivent à en faire quelque chose. Enfin, tu sais déjà qu'ils les ont pensés. Enfin, c'est vraiment pas sorti n'importe où. Et qu'en plus, ils arrivent à un moment à en jouer et c'est hilarant la manière de faire ce qu'ils font. Et à part ça, il y en a d'autres qui sont, enfin, larger than life. Hein. C'est vraiment, tu dis, c'est vraiment du costume d'opéra. Enfin, un truc que tu verrais, ouais, sur du théâtre ou de l'opéra parce qu'il faut que ça se voit de loin. Donc c'est un peu, c'est vraiment too much, quoi. Ah, c'est moche. Il y a des trucs de mauvais goût c'est moche, mais que tu verrais dans du conte de fées, tu vois, par exemple, justement. Et c'est vrai qu'il y a le parallèle qu'on avait fait. Enfin, je t'avais dit tout de suite, j'avais dit, si t'aimes Legend, si t'aimes la caverne de la Rose d'Or, et je sais que tu les aimes, et je sais que vous les aimez aussi si vous êtes avec nous, bah forcément tu vas aimer, et tu retrouves ce que tu pouvais retrouver sur Darkness, tu vois. Finalement, c'est pas déconnant que ce soit, parce que c'était excessif aussi quand même ce qu'il avait comme corne. Oh, devine. Et, voilà. Lui aussi il voudrait montrer son dragon. Et donc du coup tu te retrouves avec des grandes cornes. Bah forcément c'est le démon machin. Mais alors, il y a des gants. On sait qu'on a des fétichistes des gants parmi nous. Je ne vise personne. Il y a du porno de la main maîtrisé comme chez Ryan. Oh, le porno de la main de ce drama. Mais qui nous ont régalé avec ce porno de la main. Oh la vache. Ah, c'est tellement bien foutu. C'est vraiment bien amené et bien exploité. Puis tout du long. Ah ouais. Voilà, bon, enfin, je pense qu'on va rentrer vite dans les... On va peut-être faire le pitch quand même. Ouais, je te laisse faire. Oh merde. Alors, le pitch... Ça commence sur une espèce de grosse baston, on va dire. Enfin, on te donne quelques informations qui fait que 30 000 ans avant le début de notre histoire, il y a eu une méga baston entre la tribu de la Lune et les Célestes. Le chef de la tribu de la Lune a bénéficié d'un sort hyper cheaté qui lui permet de manipuler le feu de l'enfer et d'être le plus puissant de tous les royaumes, des 3 royaumes. Et il n'y a pas moyen de le battre en fait. Il est parti pour niquer tout le monde et il est sans cœur et sans reproche. Et en fait, le seul moyen de le tuer, ça va être la déesse de la guerre, toute vêtue de rouge, qui se sacrifie et qui du coup arrive à emprisonner ce soldat. Et lui, par la même occasion, on sait pas trop comment. Enfin, il est impossible à tuer, mais il a été mis dans le coma. Je peux pas dire autrement. Enfin, il a disparu et a disparu aussi dans l'affaire la tribu des hippies proches de la nature. Voilà. Et donc 30 000 ans plus tard, on retrouve une espèce de petite fée orchidée qui est élevée dans le pavillon des destins. Oui. On a tous les destins des mortels et des immortels. Qui, elle, pour le coup, est l'envers du cheaté, parce qu'elle a été corrompue à sa naissance, à sa création d'esprit primordial par sa maîtresse Pochetronne, qui lui a versé du pinard sur la racine. Donc du coup, elle est pas très douée, elle est douée en rien. Elle veut juste, son but dans la vie, c'est d'essayer d'être proche du dieu de la guerre, parce qu'elle a eu un nouveau dont elle est tombée amoureuse. Voilà. Elle veut lui sauver les miches, parce qu'elle lit dans les feuilles du destin, c'est bien pratique, qu'il va avoir un accident. Donc, n'écoutant que son grand cœur et arrivant à percer les défenses nullos du monde des Célestes, là on pourra en parler, il y a un gros problème. C'est l'auberge espagnole là-dedans. Je sais pas ce qui se passe chez les Célestes, parce que franchement, il aurait pu les tuer. Comme dans un moulin, quoi. Mais... Enfin bref, elle se met entre lui et le danger, et il arrive qu'en se mettant entre lui et le danger, elle se retrouve plongée dans la prison ou croupie dans le coma, notre seigneur des ténèbres plus. Et là, on pourrait dire c'est le drame, mais je dirais que c'est le début de la grande aventure, puisque rencontre choc cosmique, sismique, qui fait que les deux se rencontrent, ça le libère, et c'est le début de leur collaboration compliquée de clan ennemi. Ah oui, c'est le début, c'est la roue du destin ou contre-destin qui se met en marche. Toujours est-il que dès le premier épisode, on est harponné quand ils se rencontrent, quoi. Déjà, elle est mignonne, même si elle est un peu lourdingue au début, en fait c'est vrai qu'elle est choupie. Et puis lui... Dès qu'elle le libère, il se passe ce qui se passe, ce qui fait que tu te dis « Oh, je vais rester voir ce que ça donne, cette affaire !» Cette connerie, là. Surtout qu'on voit pas tout de suite, tu le vois que dans l'épisode 2, ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que t'es tout de suite, effectivement, bien là-dedans, parce que les images sont belles, les univers sont attrayants. Et oui, tu te demandes. Et c'est vrai que si on repart sur pourquoi vous devriez regarder ce drama et pourquoi on va vite virer en spoiler pour baver pendant le reste du temps
temps qui nous est imparti. Bah alors voilà, on va le dire pour les fans de Ennemis à amants, pour les fans de Hadès et Perséphone, pour les fans de Belle et la Bête, pour les fans de Relo, on l'a dit, mais parce que ça recoupe tous les trucs qu'on vient de dire. En fait, ça va vite. Donc tu l'as dit pour les questions de destin, machin, c'est un vrai conte de fées, quoi. Ah vraiment oui. Alors là, avec les codes du conte de fées, assumés, c'est-à-dire que chaque image est un tableau, quasiment. Hein. Ah oui, c'est vraiment très 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 beau. Et puis, ouais, on est pris dedans, dans ce destin improbable, cette union improbable de ces deux êtres, en fait, que tout oppose. Hein. En fait, si je devais les résumer en une, je dirais que c'est l'histoire d'amour comme un projet cosmique, voilà, avec toutes les questions que ça amène de création, destruction de soi, du monde, du destin, des éléments. Enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'amour plus, âme sœur, complément, diade dans la force que tu veux. Enfin, on est vraiment là-dedans. Hein. Donc, si c'est votre cam, là... T'es autoroute du bonheur. Ah non, vraiment. C'est drôle. On a oublié de le dire. Qu'est-ce qu'on se marre. Moi, j'ai pas trop pleuré. Bon, il y a des moments où on y va de notre larme, hein, évidemment, mais j'ai moins pleuré que pour certains autres, comme toi. Par contre, qu'est-ce que je me suis marrée. Mais à gorge déployée, hein, à devoir mettre sur pause et aller faire pipi, limite. Hein. C'était... Et je pense que c'est probablement aussi parce que c'était une production qui a eu l'air de s'être faite dans la joie. C'est vrai, quand tu vois les behind the scenes, alors peut-être que c'est juste parce qu'ils savent bien jouer pour la caméra ou j'en sais rien, mais t'as vraiment l'impression qu'il y avait une bonne ambiance. C'est vraiment l'impression que ça donne, tout à fait. Qu'ils se sont bien entendus. Il y en a même qui spéculent que Dylan et Esther sortiraient ensemble, machin, c'est possible. On ne sait pas. À ce jour, ils ne l'ont pas rendu officiel, en tout cas. Mais ça se voit qu'ils ont beaucoup bossé, comme toujours, mais que ça s'est fait vraiment dans une ambiance exceptionnelle, quoi. De bonne humeur, de bon enfant, parce que c'est tellement barré par moments, mais tellement barré que... Et c'est ça qui revitalise, on va dire, justement, tous les clichés. Alors nous, on est venus pour les clichés, hein, qu'on soit clair, on n'a rien contre les clichés. Comme on disait avec Aurélie une fois en rigolant, je dis, mais moi, tu me dis un truc, le titre, c'est Ennemis à amants, et à la limite, tu te fais même pas chier sur les noms, franchement. Alors c'est pour ça que c'est quasiment ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, là aussi. Hein. Oui, mais je veux dire, voilà, je m'en fous, tu sais, tu peux l'appeler X et Y, j'en ai rien à péter, tout ce que je veux, c'est avoir mes doses au bon moment, bien et ben, ils le font, mais en même temps, il y a quelques twists qui sont ceux qu'on aurait bien aimé voir justement dans la postlogie. Il y a des choses auxquelles tu t'attends pas, mais pas des twists du style, comme tu disais, à la Game of Thrones, tu dis, ah merde, finalement, ils veulent vraiment me niquer, tu vois. Non, ils font des twists hyper rafraîchissant, revitalisant, avec un message global hyper positif. En plus, donc un conte de fées que tu peux même montrer à des jeunes. Enfin, moi, je le montre à ma fille de 8 ans qui est extatique hein, devant ce drama. Elle est vraiment à vie, à fond. Donc c'est de 7 à 77 ans, hein, vraiment. Moi, ça m'avait fait penser aussi à une autre référence, dehors de la caverne de la Rose d'Or, etc. C'était le 10e royaume. Je sais pas si t'avais vu ce truc américain. Je ne connais pas. Oh, il faut que tu vois le 10e royaume. Alors, ça commence à dater, hein, ça date de la fin des années 90. Moi, il y a des trucs qui m'ont fait penser à ça. Même au niveau de l'humour, des situations rocambolesques. Il y a des moments, franchement, des comiques de situation qui font que t'éclates de rire, quoi. Et c'est là que l'interprétation des acteurs est vraiment super importante parce que ils t'y font croire. Bah, ils t'y font tellement croire que, enfin, toi et moi, on a vraiment vécu ce drama. Enfin, moi, j'arrive pas à... Enfin, je regarde d'autres choses, mais je pense beaucoup à ce drama. Il est très inspirant, de la même manière qu'on a pu être inspiré par Relo à un moment, où vraiment on vit à fond hein, pour les persos et c'est nos bébés quoi. Comme Ray Kylo. Moi vraiment, j'ai eu envie qu'il arrive que du bien. C'est mes petits bichons d'amour quoi. Et j'ai vu déjà, alors toi et moi on en parlait, on disait mais vivement qu'il y ait le fan art, la fanfic, parce que c'est là que tu vois qu'un truc il a bien marché, c'est qu'il inspire quoi les gens. Ouais. Et le fan art, je le vois déjà passer, on va en mettre là d'ailleurs, on en voit pas mal. Je vais régulièrement sur AO3 en me disant est-ce qu'il va y avoir de la fanfic. Bah pour l'instant j'en trouve pas encore, mais alors mais j'aimerais bien parce que il y a de quoi. Hein. Ah il y a de quoi faire là. Puis, surtout, on n'est pas les seuls à éprouver de la difficulté à passer à autre chose en fait. Il y a plein de consommatrices chevronnées de drama qui restent coincées sur celui-là, une espèce de gueule de bois comme j'avais pu l'avoir après, par exemple, The Rise of Phoenixes, mais pas du tout pour les mêmes raisons. C'est parce que c'était tellement bon que t'arrives pas à rebondir, quoi. Oui.
Mais il y en a beaucoup, donc, comme toi d'ailleurs, tu m'avais fait le coup aussi, qui demande, bah alors, du coup, après, je regarde quoi? Mais c'est Qu'est-ce ça. qu'est-ce qui pourrait être dans la même veine? Il y a plein de choses qui sont dans la même veine, mais ce sera jamais aussi bon pour l'instant, en tout cas. Après, voilà, faudra voir ce que... Comme quoi, on en trouve, et c'est vrai que moi, c'est arrivé à un moment où je me disais, bon, ok, il y a des choses qualitatives qui sortent, mais j'aimerais vraiment retrouver un qui, tu vois, qui me prenne aux tripes. Bah, Ouais. celui-là, m'a bien pris aux tripes, quoi. Au trip et au cœur, c'est ça qui est Ah touché. oui, bah, Et quand aux je dis tripes, c'est que- zygomatiques aussi, comme quoi Aussi. ils arrivent à tout faire en fait. Ils arrivent à... C'est le roller coaster, vraiment le grand 8 des émotions. Et parfois, d'une scène à l'autre, ou dans la même scène avec un même personnage, il a encore chapeau d'Ilan Wang, parce que il est ahurissant dans Oh cette bah faut série. venir pour lui, hein. C'est pas la seule raison, mais de toute façon il Il fait le show. vole hein, la de toute vedette, manière. oui. Alors là, il vole la vedette, il vous vole votre cœur. Hein. C'est vrai que toutes les scènes, mais quel progrès quoi, de ouf Ah, de pour ouf. cet acteur. Ah ouais, C'est ouais. tout ce qu'il fait là-dedans et la tâche est pas forcément facile, comme on va le dire après, mais c'est impressionnant. Bah voilà, donc faut le regarder. Hein. Je pense Faut le qu'on peut regarder, dire vous que aurez ça. Hein. compris, hein, on vous incite à le regarder. Il n'y a pas ce cynisme qu'on trouve dans beaucoup de fictions occidentales, très peu dans les fictions orientales, encore que ça dépend de ce qu'on regarde, mais là c'est un scientia, mais il y a pas ce cynisme, encore une fois c'est du conte de fées assumé, pur sucre, et ça passe tout seul quoi. C'est vraiment... On savait pourquoi on venait et on n'a pas été déçus du voyage, quoi. On pourra pas tout vous dire sur ce drama. C'est ce qu'on se faisait la remarque juste avant d'enregistrer, c'est que il y a tellement de choses que on va pas pouvoir tout couvrir. On va faire de notre mieux, hein, Claire, mais bon, ça va être chaud, quoi. Non, ça va pas être possible. Hein. C'est vrai que c'est... Alors, à part que ça va être un plaisir à monter, à vous mettre en image, parce que, comme on disait, chaque image, c'est beau, quoi. Tu peux en faire un poster. C'est de la gravure de conte de fées. C'est magnifique. Puis encore une fois, dans les costumes, il y a des choses sublimes. Puis dans les attitudes, les poses, les perruques, tout est bien. Enfin, vraiment... les décors, tout est bien. Chaque univers est très clairement identifié la par... photo, il y a des choses qui sont chouettes aussi. Ouais, c'est ça, identifié par des filtres, identifié par des costumes, des coutumes, une architecture particulière. Ah, il y a un vrai world building, oui. Ah ouais, ça... Enfin, il n'y a pas d'explication, voilà, c'est juste que vous êtes plongé dedans et vous n'êtes jamais perdu, vous savez exactement où vous vous trouvez, quel type de coutumes sont appliquées, etc. Enfin, ça tient vraiment, encore une fois, ça tient vachement la route, ça a été vraiment pensé, quoi. Il y aura la question du sexy, il y en a, parce qu'il y a énormément de bisous. Ouais. Bon, vous vous doutez qu'on va partir vers la partie spoiler, on va pouvoir détailler un nombre de choses. Mais comme l'a dit Aurélie, oui, ça, nous, il faut qu'on accepte le fait que après, probablement cet enregistrement, on va dire mais j'ai pas parlé de ci, j'ai oublié cette scène, j'ai oublié ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et même en analyse profonde, il y aurait peut-être juste des scènes à analyser ou juste quelques images à analyser, mais là le but c'est d'abord de sortir du drama et nous probablement on aurait besoin de visionnage et vraiment de vous inciter à y aller et sûrement il y a des moments où il faudra qu'on en reparle et on le ressortira tu vois en référence parce qu'il va devenir une œuvre de référence pour nous tu vois en disant bah oui clairement. mais c'est comme comme les autres qui étaient devenus des œuvres de référence pour nous, Ashes of Love, parce qu'on est vraiment dans cette veine là en fait, c'est clair. Allez c'est parti spoiler. Allez. Il couche pas. Mais on s'en fout. C'est rare qu'on ait à dire ça. Oui, c'est rare qu'on s'en foute quand ils couchent pas. Hein. Alors, on n'aurait pas été contre, hein, qu'on soit clair. Hein. Moi, ils auraient pu... Moi, c'est peut-être justement là qu'il y a les scènes qui manquent un peu. Il pourrait y avoir, effectivement... Bon... une petite scène sexy supplémentaire et surtout en fait c'est tout le problème des 4 épisodes qui manquent. Je pense que d'avoir un épisode de fin différent ou en tout cas plus long où tu verrais ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, voilà c'est ça. Voilà, bah déjà si ça pouvait devenir quelque chose au plus marre, tu vois, ça aurait été pas mal. Alors peut-être que c'est parce que ce sont des acteurs jeunes qui se sont pas sentis de les mettre en mode hyper sexy, tu vois. Il est de 98 lui et elle est de 95, elle est plus âgée que lui. 94 j'ai oublié, enfin dans ces eaux-là, enfin, bon, bref. Et en fait bah ils auraient peut-être pu faire un peu plus, mais ça m'a pas manqué parce que t'as énormément de bisous qui sont très bien faits et une belle diversité de relations, de moments romantiques et tu vois, t'en as suffisamment dans les textes, dans les regards, dans
dans la main, dans le porno de la main dont on a dit, pour que de toute façon, ton cœur est en émoi tout du long. Hein. Ouais. C'est une des rares fois où effectivement on se console assez facilement du fait qu'il n'y ait pas eu de sexe entre eux. En tout cas, on peut s'imaginer que à la fin, hors caméra, nos deux personnages, ils sont mariés, donc voilà. Mais à l'écran, de toute façon, il y a tellement de choupineries, de chamailleries, de tensions sexuelles, hein, bien souvent, que ça fonctionne quand même. Hein. Ça fonctionne. Tension sexuelle ou le fait que, comme on l'a dit, c'est vraiment un bijou romantique parce que c'est une union cosmique. Il y a pas de division au niveau des âmes, des sentiments, de ce qu'ils éprouvent, de cet amour XXL qui déborde d'où, qui transcende le genre, qui transcende les royaumes, qui transcende l'espace et le temps, tu vois, que on est vraiment dans un univers plus de l'amour, quoi. Parce que c'est vraiment, au même titre que Relo, par exemple, une union mystique des contraires. C'est une union mystique entre l'homme et la femme, une union mystique entre le bien et le mal, entre les célestes, la lumière et l'obscurité, le yin et le yang, bien sûr. C'est une union mystique des âmes. Enfin voilà, à tous les niveaux, il y a ce côté-là qui fait que tout de suite on gagne en envergure. Nous, avec la pression, le romantisme, etc., tout de suite ça prend une saveur toute particulière. Et puis au niveau de la symbolique, c'est tellement bien foutu que ça prend une espèce d'aura comme ça, de mythologie. C'est un mythe moderne en fait. C'est un peu l'ambition qu'aurait eu Star Wars finalement, sauf que là on est à fond dans le romantisme. C'est un mythe moderne. Enfin, moi, je l'ai vraiment reçu comme ça. Toi aussi, je suppose ou... Oui, je trouve que c'est une parfaite exploration du yin-yang, hein, justement. Ils ont commencé la rencontre, c'est une rencontre yin-yang. Tu peux pas faire plus yin-yang que leur rencontre. D'abord, elle se joue dans un vacuum d'espace. Ils sont dans le noir, mais il y a rien. Tu vois, c'est presque biblique. Hein. Ils sont dans un truc où il y a rien. C'est le néant. Et au moment où ils se rencontrent, elle est en blanc, cheveux noirs. Lui, il est en noir, cheveux blancs. Et quand ils rencontrent, boum, leurs cœurs font boum. Enfin, le nôtre déjà aussi, parce que de ce univers noir, vide, où il y a rien, d'un coup, t'as la lumière, les étoiles, le machin, tout apparaît. Et c'est vraiment une rencontre avec des proportions. C'est un Big Bang, quoi. Ah ouais, c'est cosmique. C'est magnifique. C'était une exploration parfaite de ça. Ah ouais. Et comme c'est servi par des effets spéciaux qui sont vraiment à la hauteur de l'ambition narrative, on va dire, du coup ça le fait complètement. Et tout de suite aussi, dès le deuxième épisode, tu touches du doigt ce qui va faire un des points forts de la série, c'est-à-dire que c'est cosmique, c'est beau, ça a une envergure de dingue, ça transcende tout. Et la seconde d'après, ça devient du vaudeville. Et ça jure pas du tout. Tu passes d'un registre à l'autre très souvent dans ce drama et ça n'enlève rien à ce que tu as pu éprouver juste avant. T'es encore avec des étoiles plein les yeux et d'un seul coup, tu pleures de rire, quoi. Tellement c'est bon. Tellement eux, ils sont bons aussi, les acteurs, enfin surtout lui, quoi. Parce qu'ils vont jusqu'au bout, justement, d'exploration du yin-yang, machin. Parce que dans le yin, j'ai oublié de dire, quand je disais les trucs, finalement, il y avait aussi homme-femme. Voilà, je suis désolée, je sais que c'est caca pour plein de gens quand on dit ça, mais je suis obligée de le dire. Et donc, c'est des contraires et des opposés, etc. Et comment tu vas jusqu'au bout de cette rencontre cosmique entre des contraires, comme tu as dit, on disait avant, et qui sont mis en image littéralement sous nos yeux, et tu les échanges. Donc, t'as un body swap par un baiser, parce que ça se passe par une rencontre physique quand même, tu vois. Alors, ils ont pas baisé, mais il y a un baiser, et donc vraiment, c'est l'union de l'homme, de la femme qui crée l'histoire, qui crée tout en fait autour d'eux en fait. Et c'est vraiment beau. Et virtuellement, c'est ce qu'on retrouve dans Matrix, le dernier, dans le 4, finalement. Il y a de ça, ouais. C'est ça, c'est Adam et Ève, si c'est pas écrit dans la Bible de manière culpabilisatrice, tu vois. Là, c'est beau, joli et engageant. Et effectivement, comme t'as ce body swap auquel tu t'attends
absolument pas. Et qui justifie à 3000% le choix de Dylan Wang. Parce que là, Dylan, quand il fait la fée orchidée, alors là, c'est génial parce que c'est pas incroyable. Moi j'ai trouvé que par rapport à ma référence en body swap, c'était Secret Garden, donc avec Yoon Bin, où effectivement quand on l'avait traité, t'avais noté que quand même il fait trop la midinette quand il fait la fille, et ça jure un peu, d'autant que le personnage féminin n'est pas une midinette à la base. Là, je trouve que paradoxalement, Dylan, qui donc doit interpréter la fée, il s'en sort mieux, alors que c'est une midinette ingénue, machin, bah ça passe beaucoup mieux quand il le fait que quand Yoon Bin le faisait. Oh mais il est trop adorable quand il est là, enfin le glouton, le machin, le truc, il a un moment, il a les joues pleines, enfin c'est un mime ambulant ce mec quoi. Enfin... Je sais pas comment ils ont gardé leur sérieux sur le tournage. Hein, parce... C'est vrai que quand l'orchidée après le changement, elle ouvre les yeux, elle se voit elle-même en plus dans ce... Alors ça aussi parce que il respecte parce que le premier épisode fait vraiment boucle avec le dernier, il y a des positions qui sont prises ou des choses, à des moments les acteurs prennent des positions que tu retrouves après, tu vois. Et elle est dans une position comme une qui est pas sa position habituelle, hyper sérieuse, etc. Elle se dit mais pourquoi cette personne me ressemble, etc. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle est passée dans le corps du mec, quoi. Et le mec qui en a marre de l'entendre brailler machin, premier truc qu'il fait dans le corps de la nana. Alors comme on disait, ça aurait pu partir comme dans Secret Garden ou dans la plupart des body swap en boobs, sgeg, ragnagna. Voilà, ils sont pas partis là-dessus, bien qu'il y ait quelques petits trucs, mais ils sont pas du tout partis là-dessus. Mais c'est drôle quand même. Et c'est vrai que le premier truc qu'elle fait, c'est elle lui massacre sa coupe de cheveux. Et l'autre qui est là, je sais comme ça, moi je vais te rendre chaud, je vais t'arracher les cheveux et tout. Et ils sont à donf. Et c'est impressionnant. Enfin, tu t'y attends pas du tout à celle-là, vraiment. Hein. Puis, moi qui aime pas tout ce qui est body swap, ambiguïté sexuelle et machin, etc. Par exemple, j'étais une très mauvaise cliente pour Ranma 1/2. Moi j'étais à fond. Hein. J'étais à fond. Puis ils le font bien parce que c'est répété plusieurs fois, mais ils en abusent pas et ils l'utilisent au bon moment. Dans la progression des personnages, parce que du coup, ils apprennent à se connaître l'un l'autre en connaissant aussi physiquement en fait ce qui se passe. Alors pas, tu vois, en pissant debout ou ce genre de truc qu'on a d'habitude qui est les ingrédients de base des body swap en fait. Tu vois, c'est je veux pas que tu touches mes nichons ou machin. Bon, il peut y avoir cet élément-là à un moment, mais il est vraiment pas joué. Ouais, ils en ont joué une fois, c'était comique, mais il y avait eu tellement d'effets comiques par ailleurs dans les épisodes d'avant que ça n'a pas été leur premier ressort. Non, quoi, en fait. du tout. C'était ça qui était intéressant. D'une manière générale, c'est un drama qui joue avec les clichés, mais c'est bien foutu. C'est bien fait, en fait. C'est-à-dire qu'on est à la fois en terrain connu, et en même temps, ils retournent les clichés sur leur tête pour jouer avec. C'est la preuve que quand même, ils maîtrisent leur histoire. Et du coup, c'est un régal, quoi. C'est vraiment un régal. Parce qu'ils font mumuse avec et nous aussi, du coup. C'est vrai que tu te doutes pas à un moment quand il est dans la physicalité de... Alors, bon, pour elle, elle est obligée de le jouer en mode rigide, etc. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'a dit au début, lui, encore une fois, en opposition au yin-yang machin, non seulement ils sont star-crossed lovers, ils viennent de clans rivaux, tout ce que tu veux, mais lui, qui est hyper puissant, il y a zéro limite à ses pouvoirs, il a un ego surdimensionné. Ouais. Ça se discute. Ça va se discuter après parce que justement ça va avec sa formation et la raison pour laquelle on va bien aimer nous ce personnage, vous vous en doutez. Mais néanmoins voilà, il a zéro sentiment, zéro affect, en fait il en a quand même parce qu'il a quand même à cœur de servir son clan et de venger son clan et voilà, donc c'est quand même mais néanmoins voilà, c'est ça. Et face à lui, il y a cette fille qui a zéro pouvoir, qui est habitué à se voir comme une merde et que les gens la calculent pas. Et quand du coup il doit passer dans ce corps-là, il doit comprendre le fait ce que c'est d'avoir des limitations, parce qu'il peut plus utiliser ses pouvoirs. Et elle doit apprendre ce que c'est que de grandir, parce que quand elle se retrouve dans son corps à lui, elle est plus grande, tout le monde est à son service. Elle a accès à de la magie à laquelle elle n'a pas accès d'habitude, donc et ça les fait grandir tous les deux de différentes façons. Elle, en progression, évolution de pouvoir. Oui, c'est cliché, la fille commence, elle sait rien, elle finit par tout savoir, je sais, mais c'est pas une Marissou, quoi. Et encore une fois, on l'a pas vécu comme un petit peu féministe. Au contraire, cette histoire, elle est hyper féministe parce que c'est la belle et la bête et que c'est le partage d'égalité entre l'homme et la femme. Tu peux pas faire plus
en fait, tu vois. Et puis ça revient même dans le texte, hein, puisque évidemment au début ils sont des ennemis, ils vont devenir amants, extrêmement amoureux. Elle va réveiller chez lui le sentiment d'amour, elle va soigner son arbre d'amour, qui est une métaphore pour réveiller son cœur qui avait été éteint, contraint suite à un entraînement aussi d'ailleurs, hyper violent, parce que pour maîtriser le pouvoir qu'il a, que personne d'autre n'a, c'est-à-dire le feu de l'enfer, il faut n'éprouver aucune émotion. Aucune sensation, aucun sentiment. Et elle arrive et forcément elle fout sa merde. Elle a ce rôle-là de lui apprendre l'amour, et lui, il lui donne confiance en elle, et il commence à vraiment connaître sa valeur bien avant qu'il soit révélé, comme vous vous en doutez, que en fait c'est pas du tout une pauvre petite fée orchidée avec une essence primordiale pourrie, c'est en fait une déesse, la déesse des hippies là, qui en fait c'est la Déméter de service, quoi, si vous voulez, donc ou la Perséphone de service plutôt. Ils sont opposés dans la force, quoi. Voilà, c'est censé être le dieu de la destruction, et elle c'est la déesse de la création, quoi. Quelque part. La nature, la lune et le soleil, on se retrouve toujours avec ces trucs, hein. C'est vraiment Hadès et Perséphone aussi. C'est la fée des fleurs, et lui il est dans un monde qui est pas vraiment souterrain, mais qui est quand même codé un peu, parce que c'est souvent sombre, il est pas dans le ciel, tous ces voilà, trucs-là. c'est parce que c'est la lune par opposition au royaume céleste qui est solaire, etc. Sauf que c'est des connards, hein, vous inquiétez pas. Il est plus embrumé que solaire, moi j'ai trouvé. C'est surtout un usage de filtre. C'est ce que m'a dit la moitié. Elle m'a dit, mais on voit rien en fait, c'est quoi? Alors, c'est quoi ces filtres? Écoute, je sais pas. T'es dans le ciel. Éthéré, avec un filtre Photoshop plus 12. L'arbre est super important, t'as parlé de l'arbre d'amour, parce qu'il y a une métaphore de l'arbre qui est filée à travers de plein de façons, à travers toute l'histoire, parce que alors c'est intéressant, c'est que elle est déracinée, mais dans tous les sens du terme, parce que sa racine a été corrompue, comme on l'a dit, de plante orchidée avant qu'elle évolue à humaine. Elle habite dans un univers déraciné parce qu'elle est dans le ciel, dans une espèce d'île flottante de bateau, avec un arbre en plus d'automne, tu vois, donc c'est pas qu'avec des feuilles rouges, mais elle est associée avec un arbre des destins dont les feuilles tombent et lui apprennent les destins des uns et des autres, abandonnée, laissée elle-même par sa maîtresse qui a disparu, soi-disant, pour aller se balader à travers le monde des mortels. Bon, on apprend après ce qui s'est passé, mais donc voilà, elle est vraiment déracinée, elle ne sait pas qui elle est, son prénom c'est juste sa naissance primordiale, donc orchidée, et elle n'a pas de famille. Elle voudrait une famille. Ça nous rappelle évidemment bien des choses. Donc on va en voir après. Et lui à côté est un être ultra enraciné, puisque il y a beaucoup de choses autour de l'arbre aussi pour lui. Il est ancré dans la rivalité lune céleste, dans les traditions de son clan, dans la généalogie familiale, dans les constellations familiales, etc. Tout ça c'est vraiment intéressant d'avoir cette thématique-là qui est répétée, et notamment dans son clan, tu parlais des traditions, on passe beaucoup de temps autour d'un arbre aussi, puisqu'il y a tout un clan de veuves, puisque on a dit son armée avait disparu, enfin a été pétrifiés par la déesse de la guerre / Méduse, pratiquement, t'aurais envie de dire, qui sont retenus, 100 000 hommes ont été retenus, et donc t'as ce clan des veuves et des orphelines où il y a pratiquement plus d'hommes, tu vois, à un moment tu vois un petit garçon, et qui se fait, elles ont tout un type de rituel, de commémoration, d'honorer les défunts ou les disparus, en tout cas les absents, autour d'un arbre. Donc ça se retrouve vraiment beaucoup, et l'arbre qu'on voit au tout début, juste après la rencontre cosmique, la première chose que tu vois, c'est un arbre gelé, qui va évoluer évidemment au fur et à mesure, parce que l'arbre gelé représente son arbre d'amour sur une île qui représente ton cœur. Enfin vraiment tout ça c'est peinture très littérale, bien lourdingue, mais qui est jolie et bien tenue jusqu'au bout, qui va petit à petit se dégeler, faire des fleurs, machin, etc. Et qu'on retrouve tout à la fin, effectivement, et qui devient le lieu de bataille principal. Et c'est ça qui est le plus beau, c'est la question de qui est le méchant là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a acheté à fond le truc. Parce que t'as plein de méchants. Au début, on te le vend comme lui, comme le super méchant, le démon bidule. Tu te doutes bien que ça va être plus compliqué que ça, même s'il a des côtés bâtards, machin. Après, t'as d'autres méchants qui sortent du bois. Certains qui sont évidents, d'autres qui sont moins évidents. Mais bon, je le dis tout de suite, l'empereur est un bâtard. Ah oui, mais
comme d'habitude, hein. L'Empereur Céleste, c'est toujours un bâtard. Ah bah oui, alors lui, vraiment, puis pas rachetable. T'as un méchant qui sort du bois, et puis t'as le méchant suprême absolu, comme on est en spoiler, on peut le dire. C'est quoi le méchant suprême? C'est ce qu'ils auraient dû faire finalement, c'est vers quoi s'ils allaient dans la postlogie dans Star Wars. Non, ce n'est pas Palpatouche ou Snoke dans son bocal de cornichons. La vraie lutte, ce qui compte vraiment chez tout le monde, c'est la lutte intérieure entre le bien et le mal que tu vis dans ton cœur, quoi. Ouais. Et le démon, là, on peut même partir en biblique, hein, il s'insinue dans n'importe quelle faille qu'il peut trouver chez ton kidam de base qui est aussi capable du bien. Ouais. Et c'est là que ça se joue. Et c'est là que le dernier combat, ou presque, se déroule. Enfin, si c'est le dernier combat, c'est dans l'esprit et le cœur du personnage masculin. En fait, c'est là que la bataille se joue entre la tentation de cet esprit démoniaque. Vraiment, c'est le mal incarné, le mal primordial, qui n'a pas de forme d'ailleurs, qui doit posséder les corps des autres pour pouvoir parvenir à ses fins ou les tenter. D'ailleurs, les effets spéciaux sont assez bien foutus. Ça hésite entre un nuage et puis une nuée de mouches. C'est assez dérangeant comme visuel, mais donc du coup, ça cadre bien avec, j'ose pas dire le personnage, c'est pas un personnage, c'est un concept en fait. Mais avec un concept occidental, hein, Sa Majesté des Mouches, machin, tu vois, le côté le malin comme on le représente, je pense que c'est pour ça que ça passe bien auprès des occidentaux. Vraiment. Ah, c'est possible, ça nous parle effectivement. Il est facile, oui. En sachant que, en plus, donc ce combat se déroule dans l'esprit et le cœur du héros, et donc c'est-à-dire que le héros est en méditation au pied de l'arbre. Et là où on retombe quand même sur le folklore asiatique, oriental. À savoir que moi ça m'a vraiment fait penser aux armées de démons qui sont venus tenter le Bouddha en méditation au pied de l'arbre de la Bodhi, en fait, pour le détourner de sa quête, en fait, de sa recherche. Si tu veux, t'as la tentation du Christ dans le désert, etc., donc sur un motif judéo-chrétien, mais finalement, visuellement, ça correspondait aussi à un visuel typiquement bouddhiste, en fait. Eh, tout à fait, oui, sauf que là, effectivement, c'est pas pour une illumination, bien qu'il y a là quand même la question de sauver, mais là, lui, il cherche pas à sauver le monde, il cherche à sauver la femme qu'il aime. Ouais. Et donc, comment sauver la femme qu'il aime, qui doit être normalement l'adversaire principal, parce que c'est la déesse de la création. Je constate que c'est quand même toujours une femme qui doit se sacrifier pour un homme, parce que c'était déjà le cas au début avec la déesse de la guerre, ouais, qui doit se sacrifier pour sauver les miches de tout le monde. Donc là, c'est pareil, c'est rebelote, c'est le seul adversaire que le malin, on va l'appeler comme ça, du coup, le mal absolu voit, c'est la déesse Orchidée, c'est-à-dire la déesse de pas que Orchidée c'est son alias, mais la déesse de la création, la déesse de l'amour, hein, on pourrait dire, c'est la réparation, c'est elle qui apporte l'amour, qui répare autour d'elle les gens, les choses, les êtres, enfin tout quoi. Et lui, comme il est tombé amoureux d'elle et que du coup il a décidé de la protéger, donc t'as aussi une déconstruction de l'ego qui est intéressante aussi par rapport à son personnage, tout est là-dessus, t'as déconstruction du moi, tandis que parallèlement tu as la femme qui elle a son construction du moi justement, d'apprendre à s'affirmer et à être puissante, donc c'est intéressant ce chiasme si tu veux, ce truc là, donc il décide de se sacrifier. Comment faire pour protéger la femme qu'il aime? C'est d'enfermer le mal dans son cœur. C'est joli comme truc. C'est chargé. Et le moment où ça foire, c'est hyper beau aussi parce que c'est le moment où il a une hésitation. Alors c'est très biblique aussi ça, où, comme tu l'as dit, dans les tentations de Bouddha, etc. C'est-à-dire, est-ce que tu peux avoir une hésitation? L'hésitation qui est fatale à donc Fang Qing-sang, donc le personnage principal qu'on n'a pas encore nommé, le démon, hein, c'est bah oui mais elle va t'oublier en fait. Et l'idée que la femme qu'il aime puisse l'oublier, bah c'est à un moment il a hésité. Et le dieu, ah ça y est c'est trop tard, c'est bon j'ai ma faille, je peux y aller. Et là, alors qu'ils étaient en face à face, machin, très beau, tu vois, dans la dualité, etc. Il prend possession de lui, mais la bataille continue quand même de se livrer dans le cœur, puisqu'elle est obligée d'aller au charbon, lui rouler un patin. Au charbon, dans son cœur, où elle est la seule qui ait une porte d'entrée. Ouais. Et ce qui est beau, c'est qu'en plus, on revient au début, dans le sens où ça se repasse en cosmique, etc., autour de son cœur, et il reprend ses cheveux blancs du début. Ouais. Donc tu retrouves ça, sauf que évidemment, elle est devenue surpuissante, et c'est lui qui est devenu faible. Et comment est-ce qu'elle va le sauver? Voilà, pouvoir rédempteur de l'amour, etc. Bon, alors, j'aurais pas nécessairement agencé les choses comme ils l'ont fait. J'avoue que là, il y a eu un moment où Claire a été un peu en PTSD, un peu inquiète, parce que je voyais qu'il restait plus beaucoup de minutes au compteur. Mais on a quand même un happy end. On a quand même un happy end, voilà, comme on l'a dit. C'est vrai qu'il y a eu un moment, il y a un moment vers
les 4-5 derniers épisodes où tu t'es vraiment inquiet. Le moment où il décide de battre, ce qu'on n'a pas tout avant, parce que c'est vrai que t'as une très belle progression dans la communication entre les personnages, où on évite un certain nombre de malentendus à la con qu'on a justement dans des clichés de drama de base. T'as pas de rival bitch pour lui, par exemple. Merci de nous avoir épargné ça. Il n'y a pas de bitch dans ce drama. Au début, je croyais qu'il y avait une ou deux bitch, en fait, non. Et non. Je l'ai baptisé pas si bitch, et franchement, c'est rafraîchissant. Mais t'as pas de connard non plus, à part l'empereur, en fait. L'empereur, il est surtout très très con. Oui, c'est un vraiment, mais il est con envers tout le monde, si tu veux. Mais t'as pas des rivalités amoureuses, on peut en parler après, mais en fait, non, il n'y en a pas, et ça se passe pas comme ça, et j'ai trouvé ça bien qu'il fasse ça, mais par contre, il y a quand même un moment où tu pars, alors qu'ils partaient sur on va jamais se mentir, et voilà des êtres qui se sont vus au plus à nu d'eux-mêmes, hein, puisqu'ils se sont échangés, ils ont changé de corps, de cœur, enfin... Oui, parce qu'il n'y a pas que les corps, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais c'est qu'il ressent toutes ses émotions à elle, jusqu'à ce qu'il retrouve un objet de son héritage à lui qui bloque ses émotions à elle. Lui qui n'a jamais éprouvé d'émotions de sa life, il éprouve toutes ses émotions à elle qui est à fleur de peau. Ça donne des scènes assez truculentes, il faut bien le dire. Ah oui, c'est parmi les... Bah oui, l'épisode 11 est très drôle, puis il y en a un autre, effectivement, pareil, où t'as les émotions qui sont très drôles. Alors, il a jamais éprouvé d'émotions. Alors, correction, parce qu'il a eu une vie de merde. Merde, vous vous doutez bien. Kylo, je te vois. Ah bah oui, parce que justement, ça c'est... Non, parce qu'il sait réapprendre sa tragédie. Il a dû se couper de ses émotions, et couper ses émotions, c'est pas simple, visiblement. Comme les retrouver, c'est pas simple non plus. Et forcément, c'est grâce à elle qu'il y arrive, parce qu'alors elle est vraiment pour la paix des cœurs, et elle arrive à lui faire aussi un travail de deuil, parce que le deuil, c'est un thème aussi, un des nombreux thèmes dans ce drama en fait, et donc du coup elle l'aide dans ce travail de deuil qu'il a à faire, donc ça c'était chouette aussi. De la même façon, comme tu l'as dit, elle est en pleine reconstruction narcissique, comme dirait ma thérapeute, et lui au contraire il doit laisser l'ego de côté, parce que je te dirais que c'est peut-être le seul truc où il s'investit encore, c'est qu'il est surpuissant, il est super badass, mais quand tu vois comment il se bat en même temps, il se bat de manière complètement désinvolte, genre d'un revers de la main, il envoie valser tout le monde, vraiment personne peut le tuer lui, hein, au départ, hein. C'est parce qu'encore une fois il a le feu de l'enfer, il est le seul à maîtriser cette technique, donc forcément les autres ils sont comme des cons, hein. Donc ça c'était intéressant en fait, de voir que il devient humain au fur et à mesure que ses émotions se libèrent grâce à elle, que son amour pour elle se déclare, s'installe, et c'est le moment où il perd son pouvoir. Et en fait, il devient comme elle, c'est-à-dire qu'il a plus trop de pouvoir, mais il a le pouvoir de l'amour. Et c'est ce pouvoir-là qu'il utilise à la fin, en fait. Ah bah, amour et compassion, hein. Ah ça, c'était génial, ça. C'est son feu de l'enfer qui est remplacé par un feu d'une autre couleur, et qui est en fait le feu de l'amour et de la compassion absolue. C'est-à-dire que cet homme, dont toutes les émotions avaient été muselées, effacées, etc., en vient à éprouver un amour tellement désintéressé que il arrive à produire un autre feu. Et tout le monde est sur le cul, parce que normalement quelqu'un de sa tribu, de son clan, ne devrait pas, si on s'arrête au cliché, hein, de dire que c'est les méchants, gna gna gna, ne devrait pas avoir accès à ce genre de magie en fait. Mais c'est que il a appris à aimer, et elle, comme elle n'est que compassion depuis le début, et ça se confirme ensuite quand elle retrouve son identité réelle, bah forcément il a appris ça avec elle aussi. C'est vraiment tellement beau ça aussi. J'en ai les poils rien que dire. Ah ouais. Non mais c'est vrai qu'au niveau des messages c'est magnifique quoi. Et tu vois, toi et moi, on l'a vraiment vécu des fois en gros regret par rapport à la post-lo. Ah ouais. On n'a pas suffisamment insisté sur les parallèles, mais vous les doutez, on en a déjà mis quelques-uns en avant, mais tu vois, le fait que, pour vous dire un truc, bon, alors, d'accord, Dylan Wang n'est pas Adam Driver, hein, qu'on soit clair, mais néanmoins, par rapport au personnage, c'est vrai que t'as tout un rapport avec le père, et bon, bah, on a un parricide, hein, donc voilà, donc le rapprochement avec Kylo Ren, il est placé. C'est vrai qu'il nous est présenté direct comme ça, comme, de toute façon, ce type n'a pas de cœur, il a tué son père. Pourquoi il a tué son père? Et c'est là que tu sors ton Ben Solo. Oh ouais, parce que il était poussé à faire ça par son père lui-même. Alors c'est pas le cas dans Star Wars, mais néanmoins c'est la même démarche. C'est-à-dire que l'idée c'était qu'il devait, pour devenir le plus puissant, le plus cheaté, et c'était le seul qui était capable d'avoir, comme tu l'as dit, ce pouvoir-là de feu de l'enfer qui pouvait protéger son clan, c'était de pouvoir tuer toutes ses émotions, et tu arrivais à ça en tuant la personne que t'aimais le plus au monde. Et c'était son père. Et donc son père l'a poussé, l'a torturé, l'a enfermé dans une espèce de vierge de fer
déesse de la nature aussi, on dirait un peu, tu vois, on dirait un peu un sarcophage Déméter. Ouais. Donc en plus, à tout le côté que le clan, en plus, est un clan féminin, hein, finalement, principalement, alors que tu vois que des mecs dans la salle du trône. Mais en fait, tu vois beaucoup de femmes dans le monde, et ça a été fondé par une femme qui était déçue de l'amour avec un Céleste. Donc t'as toute aussi cette tradition de clan ennemi qui est quand même autour d'une histoire d'amour qui a mal tourné quand même. C'est intéressant On a plein aussi. Roméo et Juliette aussi, hein, c'est une autre référence. Carrément. Hein. Ouais. Et il a été enfermé dans ce sarcophage où il était torturé, un peu sur un fond rouge, un peu comme tu vois Kylo Ren en train de faire saigner son cristal, quoi, en fait. Hein, c'est du même acabit. C'est de se torturer soi-même. Et il y a plein de moments d'auto-mutilation et de choses comme ça pour se libérer de cette souffrance qui est le sentiment, en fait. Et là, t'es en plein Kylo Ren, quoi. Ah bah oui, tu y là, es à fond. On est en plein Star Wars. Hein. Ah bah oui, et il y avait des moments Star Wars d'ailleurs assez surprenants des fois. Je me souviens, Jelly fait une manœuvre Jedi à un moment, un des personnages, pour arriver à passer avec des gardes dans le palais de la Lune. Elle arrive à manipuler les esprits, un des personnages, donc tu vois ça. Et puis il y a des moments où t'es vraiment en scène qui aurait dû être des scènes de Relo. Il y a des moments de communication sur est-ce que tu quitterais ton clan pour le mien. Il y a des grottes, des machins, mais moi tout ce que je veux c'est une famille. Enfin, personne ne me connaît, mais moi je te connais. Enfin, t'es vraiment à fond dedans et t'aurais bien voulu qu'on arrive à ça, cette idée de cette loyauté qui transcendait les camps, les différents camps, les camps et les clans. Et qui en plus montrait qu'effectivement il y avait des êtres humains de chaque côté, parce qu'il y a aussi ce côté-là qui est que, bah oui, on nous les présente comme des ennemis mortels, et elle a tous les stéréotypes au début sur c'est quoi le clan de la Lune, parce que c'est ce qu'on lui a inculqué. Donc il y a ce moment assez rigolo, parce qu'elle ne sait pas qu'il est le fameux Dongfeng Xingzang, l'ogre qu'on fait miroiter à tous les enfants de son clan, en disant que c'est la pire personne qui a existé. C'est vraiment le croque-mitaine, le mec, hein, oui, 30 000 ans, il se lave pas, il est moche, il est machin, et alors lui il est là à côté, tu sais, son ego en prend un coup parce qu'elle le prend pour un kidam sans intérêt, et bon il prend sur lui parce que il a pas le choix, parce que en fait comme tu l'as dit, il y a cette malédiction qui s'est créée, ce lien qui s'est créé entre eux, qui fait que si on la tue elle, on le tue lui, elle est devenue sa faiblesse. Et du coup, faut qu'il garde un œil dessus, parce que sinon, si on lui fait du mal, Pépère, il meurt. Ah ouais, il est bien dans la merde. Quoi, il est réduit. Au début, il le vit vachement mal, hein. Et puis... Ah, parce que déjà, il aimerait la buter, elle, quoi. Ouais. C'est pas le grand amour tout de suite, hein, c'est sûr. Ah non, son premier réflexe, c'est je vais te buter, quoi. Et il peut pas. Et non. Il peut pas parce qu'il voit tout de suite que dès qu'elle a une coupure, un machin, un truc, hop, ça transfère sur lui. Du coup, bah, il part tout de suite en mode alpha mâle protecteur parce qu'en fait, il veut protéger ses miches. Bon, toi, évidemment, t'es dans ton petit siège en haut. Parce qu'alors, il a des arrivées, des entrées en scène en ange des ténèbres qui lui arrivent derrière à chaque fois parce qu'il lui en arrive des emmerdes. Hein. Tout le monde veut sa peau à un moment ou à un autre. Ouais. Et donc, il arrive derrière l'ange des ténèbres venu de nulle part. En plus, t'as un moment, la première apparition, quand il a retrouvé son pouvoir, où t'as une éclipse de lune et tout. Là, il arrive avec les gants de la mort, là, comme on a dit. Il a des gants qui sont sexy comme c'est pas possible. Il l'attrape dans ses bras derrière, avec, en plus, il lui touche la joue avec les gants. Un peu plus tard, quand il l'attrape, quand elle est menacée d'être butée par le clan Céleste, qui se demande qui elle est, parce que personne n'arrive à savoir quelle est son identité, tu vois. Stronger than she knows, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille, d'où elle vient, c'est personne. Et bon, bah, on va la buter parce que c'est pas clair. Et donc, qui c'est qui ose toucher à Manala? Bon, et donc, il arrive là-dedans. Je vais te buter tous ces connards. Mais en même temps, il est d'une douceur avec elle. Tout. Il lui met la main sur le ventre et tout, machin. Oh là là, les gros plans. C'est d'un beau porté. Alors, cette scène d'arrivée avec le porté de mariée, et je vais te niquer la race à tous les autres pour sauver ma gonzesse. C'est chef qui, c'est une de mes scènes préférées. Ah, c'est énorme. Elle envoie du pâté. Hein. Elle envoie du pâté. Avec le thème musical que tu aimes tellement. Oui, en plus. Et juste après, on a le deuxième love interest qui essaie de l'empêcher, mais il peut pas le bloquer. Hein. Donc, en fait, la Miss, pendant toute sa partie ingénue, etc., en fait, elle était amoureuse du nouveau dieu de la guerre, le glaçon. Et dieu de la glace. Et dieu de la glace, voilà, son pouvoir, c'est la glace. Qui est pas vilain de sa personne, qui est un bon gars, mais il fait pas le poids face à l'autre, quoi. Déjà, militairement, au niveau des pouvoirs et tout, il fait pas le poids. Et puis, dans le cœur des spectatrices...
On s'en fout de toi, en fait. Ah, il est très joli cet acteur. Et alors, il avait eu beaucoup de succès sur son premier rôle dans Maiden Homes. C'était son tout premier rôle. C'est un très bon drama. Il était très bien dedans. Et le fait est qu'il est très bien. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, il fait pas le poids. Alors, ce qui change, c'est que c'est un glaçon en blanc céleste. Tu te dis, ça part en By the Roi ou en je sais pas quoi. Et en fait, il est choupi dès le début. C'est complètement inattendu. Ça aussi, ça fait partie des twists rafraîchissants. Il est tout de suite intéressé par la fille, mais il la maltraite pas comme on a droit d'habitude dans nos clichés habituels. Il préfère virer son clan, tu vois, même s'il a des responsabilités plus. Lui, il est capable de dire fuck les célestes, moi je veux défendre la gonzesse que j'aime et aller la chercher jusqu'au feu de l'enfer s'il faut. Ah ouais. Ce qui est quand même pas banal dans mon drama. C'est pas banal du tout. Hein. Tu le détestes à aucun moment, bien qu'il se mette en travers de ton chip. Bon, on le déteste pas. Et alors là aussi, c'est le moment surprenant, c'est-à-dire le moment où t'es dans ton passage chez les mortels. En général, c'est le moment dans nos Scientia où nos personnages ont droit à un moment de bonheur. Parce que c'est là qu'ils peuvent être fondamentalement eux-mêmes, qui sont pas contraints par les règles célestes, qui peuvent être aussi cons que t'as pas le droit d'aimer au paradis, ou parce qu'il y a des mariages préarrangés, ou je ne sais quoi. C'est le moment où généralement ils peuvent coucher, s'éclater, tomber amoureux, connaître toutes les souffrances qui doivent justement les élever, mais en tout cas qui leur permettent de vivre normalement, t'as envie de dire. Et ben là, très étonnamment, c'est le moment, je dirais presque, où nos personnages principaux sont le moins heureux, mais par contre où les personnages secondaires brillent de mille feux, parce que là c'est le moment du roi du dieu de la guerre, c'est le moment de celle que tu calcules comme une bitch, c'est le moment où Dragon, donc les personnages secondaires, on n'a pas encore parlé, le lieutenant de Dongfang Chingsang, Shang Xue, qui est un dragon noir, adorable. Ah, il est trop chou, lui. Et Boulier, comme tu l'avais surnommé, la filoute du royaume interlope, qui est vaguement une copine mais pas claire de l'héroïne, et donc qui sont un autre couple bis. C'est le moment où eux, ils prennent une place plus considérable et où en fait, pour le coup, les deux autres acteurs, donc le du dieu de la guerre et puis donc je te dis la bitch au grand nez, mais qui est sympa. Ils sont géniaux là-dedans. Enfin, ils sont impeccables. Il se passe plein de choses intéressantes, quoi. Et puis surtout, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est le côté un peu Inception entre guillemets, c'est-à-dire que pour une fois, ce sont pas nos personnages principaux qui ont des tribulations à faire chez les mortels pour acquérir de la connaissance, du bon karma, machin et tout. Ils sont là parce qu'ils veulent absolument que la déesse de la guerre réussisse sa tribulation pour qu'elle puisse se réincarner enfin au bout de 30 000 ans. Lui, il a besoin d'elle pour ranimer son armée qui est figée depuis 100 000 ans et détruire le royaume des célestes. Non, son armée, elle est figée depuis 30 000 ans. 30 000 ans, pardon. Soldats, non, il a 100 000 ans, pardon, excusez-moi. Il en a besoin pour défoncer le royaume céleste, qui évidemment ne va pas plaire à notre héroïne. Et il y a un autre personnage dont on n'a pas trop parlé, qui est un céleste mais hyper ambigu, qui est un espèce de méchant, mais un méchant tragique, qui lui va absolument ranimer la déesse de la guerre, mais parce que c'était son Shifu, elle était son mentor, et il veut absolument la ramener d'entre les morts. Donc pour ça, il pactise avec le diable en fait, avec le mauvais esprit, le mal primordial. Ah lui, il est en Anakin Padmé, hein, on va être clair. Ah ouais. Si tu fais du parallèle Star Wars, il va ramener son Shifu parce qu'il l'aime. Alors pour une fois, il a une inversion, il est amoureux d'elle parce elle l'a sauvé quand il était enfant. Il était un enfant mortel aveugle. Il est mort en fait, et elle l'a pris sous son aile. Elle a demandé à le ranimer, ce qu'elle va payer cher. Elle va payer très cher. Du coup, elle a fait aussi un pacte faustien d'une certaine manière. Et donc, du coup, lui, il a été en amour devant cette belle dame du moment où il a été, du coup, changé en céleste. Et quand elle est morte, il n'a pas supporté. C'est ce que je disais avec le travail du deuil. Et avec différents types d'exploration, différents types d'amour. Lui, c'est vraiment l'amoureux obsessionnel qui a pas lâché prise, qui doit effectivement faire son deuil aussi et qui est prêt à tout massacrer par amour. Et tu vois, comme par ailleurs, on a des gens qui, à un moment, sont tentés de tout massacrer par amour, puis qui vont finir par tout sacrifier par amour. T'as un certain nombre, effectivement, de parallèles qui sont jolis, quoi. Ouais, non, c'est sûr que ça fonctionne bien, parce que justement, ces personnages secondaires, c'est pas juste des quêtes secondaires, des machins, c'est que leurs arcs et des choses qu'ils disent, des choses qu'ils vivent, va venir appuyer, ou au contraire, être en contraste par rapport à ce que vit le couple principal. Et c'est
c'est pour ça que, aussi que tu zappes rien, en dehors du fait que les acteurs sont tous bons et que c'est vraiment bien foutu, bah voilà, tu zappes pas. Mais du coup, c'est vrai que lui, il veut absolument qu'elle réussisse sa tribulation pour ensuite la ramener, mais lui, il veut la ramener parce qu'il est amoureux d'elle, alors que le personnage de Dylan Wang, lui, il veut la ramener pour la buter et sauver ses soldats, quoi. Donc forcément... Mais ce qui est marrant, c'est de voir qu'ils sont en mode presque Scooby-Doo pour essayer de faire en sorte qu'elle réussisse ses tribulations sur Terre, parce que comme l'héroïne, elle a accès au livre des destins, bah du coup, elle sait ce que la déesse de la guerre est censée accomplir pendant son incarnation humaine pour réussir sa tribulation et être réincarnée, revenir en déesse de la guerre. Et ça part en vaudeville aussi, ce truc là, ou en le songe d'une nuit d'été, tu vois. C'est non mais elle est pas tombée amoureuse de la bonne personne, il est pas tombé amoureux de la bonne personne et machin. Et ils foutent un merdier chez les humains. Oui, puis il faut qu'ils fassent attention parce qu'en plus ils foutent trop le merdier et qu'ils ont pas leur tribulation. Et ben leurs esprits primordiaux disparaissent et donc faut pas que l'esprit primordial ils sont réduits en cendres pour toujours, quoi. Ouais. Faut pas que la déesse de la guerre disparaisse parce qu'il y en a deux qui en ont besoin, tu vois. Et puis l'orchidée, comme elle veut protéger tout le monde de toute façon, et qu'en plus elle s'en fait une copine au passage, donc elle veut pas qu'elle soit annihilée. Et puis ils sont bien surpris de tomber sur le dieu de la guerre, qui s'était jeté dans le monde des mortels, lui, alors pour une raison, alors on n'a pas mentionné, c'était que dans l'arbre des destins où travaillait notre orchidée, il y a un miroir magique qui annonce le futur, et où elle a pas vu son futur, tu vois, mais tout le monde a vu, enfin en tout cas la bitch avait bien vu, c'est pas une bitch, mais bon, on va continuer à l'appeler comme ça, que le dieu de la guerre dont elle est amoureuse, il se marie 2 fois avec Orchidée. Et tu l'as très vite, ça. Et donc Feng Xing-Sang, le héros, il l'a vu aussi. Lui aussi, il a eu cette information de 2 mariages. Tu vois, un mariage chez les mortels et un mariage chez les célestes. Et donc, à chaque fois, c'est la question, c'est mais c'est pour de vrai, ça? Ouais, c'est pour de vrai. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Je veux dire, si on l'a vu, on peut pas l'échapper, tu vois. Alors toi, t'es là, t'as cette info, tu dis, bon alors, merde, on va voir. Surtout quand t'as le premier qui arrive et jusqu'au bout, t'espères, tu dis, bon alors, forcément, il va se passer quelque chose, va y avoir un détournement, ou alors c'est qu'on n'a pas bien vu, l'information est parcellaire. Et effectivement, le mariage arrive, il doit arriver. Et donc, comme le Céleste le dieu de la guerre pense que c'est plié pour lui pour Orchidée et qu'il la verra pas, parce qu'à ce moment-là, elle s'est barrée avec donc Feng Xing-Sang et ben lui, il l'aime, il veut la récupérer. L'autre lui dit, mais t'inquiète, tu peux la récupérer. De toute façon, tu vas te marier avec elle dans le monde des mortels. L'autre, n'écoutant que son cœur, je me jette alors, je veux avoir mon mariage et tout. Et donc, il veut vivre sa tribulation pour avoir le mariage, tu vois. Ouais. Et effectivement, rien n'y fait, quoi. Il faut qu'ils se marient, ils vont se marier. Et c'est vrai que ça fait chier tout le monde, quoi. Ah oui, ça fait chier tout le monde. C'est le mariage le plus triste du monde, hein. Ah oui, c'est... T'as les... Mais savoureux pour nous, parce qu'évidemment les personnages à ce moment-là, c'est là qu'ils prennent vraiment conscience qu'ils sont amoureux de l'un de l'autre, même si c'était grillé depuis un petit moment, de voir marier l'autre. Ah bah ouais, lui il supporte pas. Bah lui, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il l'aimait avant qu'elle s'en rende compte. C'est surtout de son côté à elle que c'est vraiment fondamental, ce passage chez les humains, où elle réalise qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle n'a plus ce crush de gamine sur le dieu de la guerre, en fait. Mais il a fallu qu'elle le voie en béto. C'est un personnage hyper sympathique, hein. Il est gentil comme tout et tout, mais c'est vrai qu'il est, il est béto, hein. Et il est bien joué d'ailleurs, parce qu'il est capable de le jouer en dieu de la guerre et après en béto, c'est un espèce de playboy bon à rien, mais gentil garçon, tu vois. Et oui, bah c'est sûr qu'il a perdu en élégance, en grâce et en ce que tu veux quand elle le voit sous cette forme-là. Mais bon, entre-temps, de toute façon, elle est tombée amoureuse de l'autre. Ce qui est amusant dans ce truc-là, c'est que du coup, l'autre, il est obligé de devenir le meilleur ami et frère juré de son ennemi mortel, alors qu'il veut qu'une chose, c'est le buter, parce que d'abord c'est son ennemi et en plus il a des visées sur sa gonzesse. Et il est obligé de le protéger et de faire genre il est son meilleur pote pendant qu'ils sont chez les mortels. Et là ça donne lieu aussi à des scènes truculentes où putain, il est avec lui, obligé de l'accompagner dans ses beuveries et machin. Alors qu'il a qu'une envie, c'est de le trucider. Moi, je trouvais ça vraiment sympa que nos héros, quand ils sont chez les mortels, bah c'est pas pour faire leur tribulation à eux, c'est pour sauver les tribulations d'un autre et que ça se transforme en Scooby-Doo, quoi. Ah bah, surtout avec les 2 autres pieds nickelés, il y a plusieurs moments comme ça, c'est pas, tu dis Scooby-Doo, c'est comme quand ils sont en train de se balader dans le palais, tu sais, avec des chandelles. Elle est là, devant, puis t'as les 2 autres derrière, c'est vraiment, t'as des plans comme ça, tu pourrais être dans du dessin animé. Ah oui, il y a vraiment des moments assez cartoonesques, c'est ça qui est bon, tu vois. C'est ça qui est drôle. Mais oh là là,
on pourrait dire tellement de choses sur ce drama. Bah justement, parce qu'on est dans le palais de la lune, tu vois, au niveau des visuels. Alors déjà, le palais de la lune, il a un visuel déjà d'extérieur qui est assez intéressant parce que ça fait... Alors, je disais qu'on dirait le château de Dracula quasiment, mais avec une espèce d'ouverture sur le côté qui fait que tu sens bien que ça va être un accrochage pour la lune, ce qui nous permet d'avoir un festival de lune plus tard. Il y a des ponts et un plein. Il y a plein de ponts pour Ils sont bien. Ah, Claire, mais c'est comme ça que tu sais qu'il y en a un pont, c'est parce qu'il y a des ponts, ils les utilisent bien comme il faut avec des cadenas d'amour. Il y a plein de symbolisme avec des bijoux. Et alors, donc du coup, dans cet univers, parce que chaque tribu a un costume, une façon de s'habiller. Alors évidemment, comme d'habitude, nos célestes, ils sont évaporés avec des longues robes blanches. Là, ça m'a fait penser, des fois, leur robe, on dirait la robe de mariage de Katharine Hepburn dans Philadelphia Story. Je sais pas si t'as déjà vu ce film-là. Ah bah écoute, je mettrai le visuel. C'est la robe de mariée de Katharine Hepburn. J'avais ça comme visuel, moi. Et quand tu passes chez la tribu de la Lune, alors tu pars plus en ethnique, donc c'est entre le Moyen-Oriental, turquerie avec des mouches arabiées, des trucs, et bizarrement, des palais médiévaux gothiques, donc c'est vraiment tout ce qui est à l'ouest, ouais, quoi. C'est l'ouest, en fait. C'est un mix entre Camelot et l'Alhambra. Moi, c'est vraiment ça que ça m'a évoqué, en fait. Donc c'est un peu curieux, en plus les femmes sont voilées, voilà. Il y a des bains, il y a des fontaines, enfin, ils reprennent quand même des codes du monde musulman, je dirais, mais il est vraiment très très beau par rapport à chez les Célestes. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus beau, le royaume de la bah Lune. oui, c'est habité là. Photo, chez les Célestes, c'est pas habité en fait. Ouais. Là, c'est un monde habité où t'as plus, tu disais parler des rituels, tu vois plus de rituels. Il y en a pas tellement chez les Célestes des rituels. Tu vois rien en fait. Tu vois juste des gardes, ils ont des visages. D'ailleurs, il y a tout ce visuel là où t'as des gens avec des masques. Ouais, on se serait cru dans l'ascension de Skywalker là. Oui, ouais, c'est Exegol. C'est C'est l'aréna. C'est exactement ça. Ah ouais, c'est l'aréna d'Exegol, carrément. Donc tu te dis, t'as 4000 immortels, mais ils sont masqués. En fait, à part les Happy Few que tu as appris à reconnaître parce que c'est des rôles principaux ou secondaires, voilà. Les autres, ils sont tous masqués en CGI, ils sont pas fait chier, tu vois. Et en même temps, les spectateurs s'en foutent, donc ils ont bien raison, tu vois. Ils savent ce qui nous intéresse. Ils ont mis le pognon et les moyens où il fallait. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller bouffer des loukoums dans le monde dans le monde de Dylan Wang. Dans le monde de la tribu de la Lune. Tu vois, là, il se passe c'est vrai que là, ils bouffent, ils font machin, ils font des trucs. Enfin, c'est pas que des savons loches, si tu veux. Ils font plein de trucs. Enfin, c'est vrai que c'est... Ouais, il est chouette, cet univers-là. Il est vraiment, vraiment chouette. Et en plus, il y a aussi tout ce qui est très codifié parce que, évidemment, le peuple de Dylan Wang ne veut pas qu'il épouse une fée. C'est interdit d'épouser une fée depuis la fondatrice de la tribu et ses amours malheureux avec un céleste, quoi. Et il dit non, mais j'épouserai qu'elle, en fait. Ce sera elle ou personne d'autre. Donc elle est obligée pour se montrer digne de l'épouser de passer finalement par la Iron Maiden comme quand il était petit et qui provoque des souffrances atroces. Lui il veut pas qu'elle le fasse et en fait c'est là qu'elle lui met le nez dans son pipi en disant attends, toi t'es prêt à affronter les pires tortures et à tout sacrifier pour moi et moi je pourrais pas en faire autant, mais quand on est dans un couple il y a pas de hiérarchie. On est à égalité. Donc, tu peux pas... Enfin, ce que tu fais pour moi, je peux tout à fait faire la même chose pour toi. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on se dit que c'est hyper sain. Parce qu'au début de leur rencontre, forcément, c'est le méchant. C'est Hadès et Perséphone. Donc, il est dans la saisie. Il est sexy en diable, on est d'accord. On n'a rien contre la saisie. Non, dire. Mais effectivement, pour que ça soit pas une relation toxique qui défrise les féministes et autres, il faut que ça évolue. C'est ce que Relo était destiné à devenir, on le répète. Et du coup, oui, elle lui explique en gros ce que c'est un couple. Et un couple, c'est traverser les épreuves ensemble, mais c'est être égaux dans la relation, égaux face aux décisions, etc., aux souffrances éventuelles que le fait d'être ensemble implique. Enfin voilà, donc ça c'était vraiment hyper positif aussi par rapport à l'image du couple idéal que l'on donne dans le récit et qui est l'image du couple tel qu'on le soit nous, en tout cas en Occident, je veux dire, voilà quoi. Ah ils vivent littéralement tous les deux exactement les mêmes expériences en fait. Ils se retrouvent à un moment ou à un autre à vivre ce que l'un a vécu, l'autre il a vécu. Tu disais là le passage par la Iron Maiden, bon du coup il l'a vécu et il lui dit d'ailleurs la seule personne à avoir pu sortir vivante de cet endroit c'est moi en fait, il n'y en a pas eu d'autres et il y aura elle. Ouais.
Elle est arrivée à sortir, tu vois. Bon, il y a le fait que, alors voilà, du coup on va vers la fin, mais tu vois, il y a le moment que j'aime pas, où moi j'étais alors en train de hurler devant mon écran, le moment où il part, alors ce que tu attendais pas du tout, parce qu'avec tous ces dialogues sur on se mentira pas, machin, c'est il doit partir quand même sur un plan bâtard pour la protéger, parce que comme ils sont aussi unis par un bracelet, parce que encore une fois il y a des bijoux, donc il lui a mis un bracelet sur son poignet qui la protège normalement, mais sauf qu'à partir du moment, qui est fait avec son propre sang, et à partir du moment où elle tombe amoureuse de lui par une arnaque invraisemblable, le bracelet ça devient finalement plus un boulet qu'autre chose, parce que si elle le retire, elle crève, tu vois. Parce qu'il a été perverti par oui, par l'esprit du mal. En fait. L'esprit du mal, c'est en fait qui s'est engouffré dans une feuille dedans, encore. Et donc en fait il a corrompu ce bijou qui émane de l'essence primordiale du mec et qui est censé protéger la nana. Donc il se retrouve face à ce dilemme où il dit mais comment je vais la sauver alors que ce bijou est en train de la tuer? Comment je fais? Eh ben il faut qu'elle m'aime plus. Donc évidemment, alors qu'il vient juste de lui annoncer mariage en grande pompe, machin, que t'es là, t'es en amour devant nos personnages qui tiennent tous les bons discours, qui ont envoyé fucker tout le monde, c'est le contraire à ce qu'on a d'habitude, hein, on tient à dire, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont été très vocaux sur personne n'ira fucker mon chip, quoi, tu vois, ce qui est rare. Ouais. Et vraiment, ça, j'ai vraiment apprécié ce passage-là. Et là, évidemment, il part en truc, ah, tu vois, j'y crois pas et tout, machin. Et toi aussi, t'y crois pas, tu dis, il doit y avoir un truc, bah, il y a une arnaque là-dedans, c'est pas possible. Bon, évidemment, il va falloir qu'elle se bute elle-même pour sauver tout le monde, rebelote, scène dans le désert, à la Goodbye My Princess, ou à la scène du début et tout. Magnifique scène, par ailleurs, très émouvante. Ah bah c'est là, il est là, la portée dans le désert. Ah, c'est trop beau. Enfin, t'as un soleil couchant, machin, il la tient, il est en... Et là, le deuil est bien traité, contrairement à l'Ascension Skywalker. Donc, tu vois, il est vraiment... Il vit d'ailleurs tellement pas bien ce deuil qu'il préfère partir dans un coma où il vit avec elle dans son imagination. Son rêve. Il préfère s'auto-détruire et rêver d'elle et être heureux dans cette illusion, parce qu'il y a beaucoup aussi d'histoires de simulacres et de faux et de machin. C'est aussi un autre thème qui est présent, dont on va pas auquel on va vraisemblablement pas avoir le temps de s'apesantir. Ouais. Comme on est parti, parce que bon. Et donc du coup, bah, il peut la ramener à la vie, parce que vive les Scientia, parce que il a son esprit primordial. Ils ont vraiment fait fusion, enfin c'est ce qu'on dit, ils sont indissociables, et c'est ça qui est très beau dans cet amour plus fusionnel littéralement. Donc on peut ressortir la petite graine, pas comme ça qu'on la voyait, mais du fond de son cœur pour la replanter, et lui qui savait pas ce que c'était que s'occuper de quelqu'un d'autre, il prodigue tous les trésors d'amour, de patience, de machin pour la ramener à la vie. Et là, elle revient et c'est elle qui fait le plan bâtard pour le protéger. Oh, je suis amnésique, je ne sais pas qui tu es. Et je suis une déesse plus. Donc ils revivent en plus tous les deux ce que c'est, si tu veux, d'être lui qui était le maître de l'univers. Il passe par des phases où il dit mais je me sens inutile, je peux rien faire pour elle, je sers à rien et tout. Et ce qu'elle avait avant, ce qu'elle a vécu à une époque, si tu veux. Et on se retrouve encore à l'envers où c'est lui qui va devoir sacrifier son esprit, sacrifier pour la sauver elle, ce qu'on a déjà annoncé, où là tu dis putain je vais devoir revivre mon ascension de Skywalker. Bon, là ce moment-là est pas fastoche, hein, très honnêtement, parce que je te dis, tu comptes tes minutes, tu dis mais il reste 5 minutes les gars là. On fait quoi là? Comment vous allez me le ramener? Si vous m'annoncez pas une saison 2, et c'est là que tu te dis qu'ils ont un peu bâclé le truc. Miracle de dernière seconde, il revient parce que son esprit primordial était passé dans ce fameux bracelet en forme de lune, machin, et donc parce que pareil, elle l'a soigné, il était dans son jardin, ça aussi c'est une jolie métaphore, il était dans son jardin, tu vois, entre les petites graines, les roses, les machins, les trucs, il n'y a pas du cul, mais il y en a en symbolique, hein. Ils vont faire des bébés, dragon. Ces deux-là, c'est sûr, hein. Ah bah, tu veux parler du moment dragon en symbolique de cul? Vas-y. Alors, parce que donc, comme on a dit, son lieutenant, c'est un beau dragon noir, il est chouette, hein, vraiment, il est bien. Ouais. Et donc, le moment où enfin il fait son coming out, où elle sait que il est, le moment où il vient la chercher, hein, devant tout le monde, pour la sauver parce qu'ils allaient la buter. Donc, il dit, ouais, c'est moi, donc Fong Xing-Sang, et là, elle savait pas qui c'était. Donc là, elle dit, oh non, merde, c'est l'ennemi mortel, plus, j'aurais jamais dû le sauver. C'était le grand méchant et tout. Et elle a essayé de le protéger plein de fois parce qu'elle croyait que c'était une pauvre petite chose. Donc en plus, elle lui sauvait les miches des Célestes parce qu'elle voulait pas qu'on lui fasse du mal. Mais bon, elle savait pas que c'était la némésis de tout son royaume. Et donc là, le mec, pour bien lui montrer, je me la pète, tu vois, c'est pas j'exhibe ma quéquette, il a pas envoyé une dick pic, mais pas loin. Il a sorti son dragon. Et donc du coup, allez hop,
Allez, tu vois, c'est la grosse voiture ou ton gros sabre laser, hein, c'est comme tu veux, hein, ça me permettra de mettre un gif avec le gars de sabre laser. Et donc arrive le dragon, alors elle est un peu impressionnée, puis il fait un petit signe de dragon, elle vas-y, elle donne tout, et l'autre qui lui crache avec le hurlement et tout. Et là, tu files la métaphore avec allez, viens chevaucher mon dragon. Alors, du coup, chevauchage du dragon, et la fille, ça va pas être possible. Au début, elle est pas rassurée, puis finalement, à la fin, elle aime bien. Il est trop grand, le dragon, il est trop grand. Ça va pas être possible. Il y a de ça. C'était votre moment cul. Il y en aura pas beaucoup. Non, mais il y a je te prends par la main. Il y a beaucoup de bisous, hein, évidemment, que ce soit pour échanger les corps ou marquer son territoire. Ah oui. Non, mais les bisous sont beaux, hein, avec de même de la morsure et tout. Mais faut rester sur le dragon, parce que c'est là que tu pars en rêve bleu. Oh la vache. Parce qu'elle a peur. Ah putain, je l'ai eu dans la tête pendant des jours, et je pense que ça va reprendre là. C'est vrai. Ah mais oui, mais parce que là, mais c'est exactement ça. Enfin, elle est sur le tapis magique, sur le tapis volant, bah comme Aladdin, hein, qui se la pétait pour montrer à Jasmine que avec moi, ma pépette, tu vas voyager, tu vas voir du pays, je vais te faire connaître le 7e ciel, tu vas voir, ça va décoller. Et donc du coup, bah c'est la même chose en fait. Et ce qui commence en terreur, parce que bon, voilà, ça peut être effrayant, hein, ça devient, c'est le pied quoi en fait, dans le voyage. Au début, elle se cramponne à lui, elle hurle. C'est une réaction parfaitement normale, je trouve. Ah oui, c'est ça, oui. Et puis après, non, ça va mieux. Elle a plus peur. Bah, il lui donne des ailes, hein, ce qui fait... Je pense qu'ils ont aussi le côté Titanic, parce que les Asiatiques ne peuvent pas faire sans ce film, hein, visiblement. Ils le remettent dès qu'ils peuvent à l'occasion. Alors, c'est beaucoup plus subtil que dans la romance de Warong, hein, quand même. Beaucoup plus. Non, puis mieux fait. Et puis surtout, c'est extrêmement touchant parce que c'est le moment où il la regarde, il la voit heureuse et tout, et tu vois qu'il l'observe. Et en plus, il voit qu'elle est courageuse. Et c'est ce qu'il dira après, plus tard. Il dit, c'est la femme la plus courageuse que j'ai vue de ma vie, en fait. Et que cette petite chose, tu vois, toute tremblante, que tout le monde écrase sous son pied parce que c'est qu'une chiffre molle. Bah, en fait, oui, elle a le vrai courage du cœur, machin. Et puis, elle est capable de joie, d'émotion. Et c'est pour ça qu'ils sont ensemble, encore une fois. C'est les opposés s'attirent. Non, c'est vraiment joli cette scène. Mais quand tu me dis elle est capable de joie, etc. La scène où il reçoit ses vassaux qui n'attendent qu'une occasion de le détrôner ou machin, et que elle prend des espèces de pilules pour éprouver des émotions hyper fortes, et lui il a oublié de mettre la bagousse qui lui permet à un moment donné de s'isoler de ses sensations à elle, et se pète une honte. Il commence à s'exploser de rire sur son trône. Alors les rois machins, ils comprennent pas bien qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a, le grand méchant, pourquoi il se marre et tout. Et en fait, c'est elle. Il ressent ses sensations à elle. Et puis après, elle prend une autre pilule où c'est pour éprouver de la tristesse. Donc il se met à chialer comme une madeleine sur son trône. Et les rois, ils se disent, mais qu'est-ce qui était à la... Ils essayent de justifier, tu sais. Ah non, attends, au début, ils rigolent parce que on veut tuer son frère, parce que c'est un bâtard. Mais après ça, ouais, mais c'est sa famille, quand même, c'est pour ça qu'il pleure. Toutes les explications. Et l'autre, il en peut plus, ça, mais il est débarrassez-moi de ses sentiments et tout. Et puis, le moment où ça s'arrête, tu sais, c'est comme si on avait mis une dose de morphine, ouais. Quoi, le mec. Il en peut plus, le mec. Ça, puis il joue bien, vraiment, bien, il était bluffant. Enfin, franchement, t'y crois à fond qu'ils passent de l'un à l'autre. Ils ont dû s'éclater à tourner cette scène, mais c'est un vrai challenge, en fait. Encore une fois, pour un acteur, il a vraiment... Oui, ou même les premières fois où il se retrouve en orchidée, quand ils ont refait un swap, et ils se retrouvent... les épisodes 11 et 12, Oui, voilà, c'est ça, c'est quand il se retrouve avec les costumes, justement les costumes pas possibles, il se prend dans les rideaux, et je me demandais si c'est un truc qu'ils ont scripté ou si ça a été finalement un truc improvisé, mais parce que tu te dis depuis le début, ce costume est pas pratique, et là tu le vois, il arrive pas à tourner avec sa traîne, il arrive pas à monter les escaliers, avec une salle du trône qui m'a fait penser à Palpatouche, c'est typiquement le genre de sculpture à la con que tu verrais dans la salle du Sénat chez Palpatine. Avec cette espèce de fresque là, en haut relief. Oui, ouais. Voilà, les guerrières, ouais, c'est ça. Vraiment, tu vois qu'il est pas à l'aise dans ce nouveau corps, quoi. Et alors, en plus, des filles qui lui sautent dessus. Oui, c'était bon, ça. Bon. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment très, très drôles et il joue bien. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et encore une fois, t'as ces moments qui tiennent du vaudeville, enfin, voilà, vraiment. Et puis, à côté de ça, des moments hyper tristes, hyper chargés, quand elle l'a réconcilié avec le fantôme de son père et qu'il entame ce processus de deuil et qu'il lui dit, mais est-ce que
si je tue mon arbre de l'amour, cette souffrance s'arrêtera, etc. Parce que ça y est, maintenant, il éprouve des émotions plein pot. Hein. Et elle le prend dans ses bras et il chiale comme un gosse, il est perdu. Mais qu'est-ce qu'il m'a... Il m'a fait chialer, ce con. Hein. Il est vraiment bon. Hein. Ouais, et puis c'est le moment aussi, il dit, je préfère quand même avoir des émotions. Parce que ça aussi, à un moment, il faudra qu'il choisisse entre son pouvoir et les émotions. Puisque, comme on l'a dit, pour avoir la maîtrise du feu de l'enfer, il faut pas qu'il ait d'émotions. Donc, comme il a regagné ses émotions et qu'il connaît la souffrance, il perd son pouvoir, en fait. Il est plus, en plus, il peut plus défendre les gens qu'il aime, il peut plus défendre son peuple. Et il y a un dilemme, là. Mais à un moment, comme il l'a exprimé, c'est, ouais, finalement, je préfère quand même avoir des émotions et morfler. Voilà. C'est joli aussi ça de le... c'est là que tu sens qu'il a gagné en maturité. Tu les vois vraiment grandir, gagner en maturité l'un comme l'autre, parce que l'un comme l'autre au début, émotionnellement, ils sont pas matures. Lui, son évolution émotionnelle, elle a été coupée net par les tortures qu'il a subies de la part de son père. Et elle est pas très très vieille. Elle est très très isolée dans son arbre au destin, là, machin. Elle voit quasiment personne. Et c'est une gamine, quoi. Donc l'un comme l'autre, c'est un récit initiatique. Ils vont tous les deux passer à l'âge adulte ensemble en tant que couple. Individuellement, ils auraient pas pu le faire, mais en tant que couple ultra connecté, fusionnel, c'est là qu'ils y arrivent. Et tu vois les étapes de la maturité en fonction de leurs décisions, de certaines choses qu'ils vont dire, etc. Tu les vois passer à l'âge adulte. Et pour lui, ça, c'était une étape fondamentale. Comme faire le deuil de son père, accepter le fait qu'il a perdu ce pouvoir pour lequel il avait tellement souffert et qui met son peuple en danger, hein, le fait de plus avoir ce pouvoir, par amour, et que même si c'est terrible, il veut pas revenir en arrière parce qu'il connaît l'amour, il connaît les émotions, il veut plus redevenir le robot insensible qu'il était avant, quoi. Et puis surtout, on sort enfin des arcs de vengeance. Ça aussi, j'ai trouvé ça magnifique. C'est le moment où on lui révèle son identité. Ouais, c'est qu'elle est l'ancienne reine des hippies, en fait, et qu'elle est surcheatée, surpuissante. Et t'as le dieu de la guerre qui l'emmène, parce qu'en plus, c'est sa fiancée, tu vois, normalement, ils sont prédestinés. Bon. Donc c'est pour ça que le mariage devait avoir lieu. Et donc, il l'amène sur la terre de ses ancêtres, voir... c'est un peu en mode Naboo, quand même, t'as des statues. Ouais, c'est carrément ça. Et donc il l'emmène là-bas, il dit, tu vois, tout ton clan, il s'est fait massacrer par la tribu de la lune, ce qui est pas exactement vrai d'ailleurs, mais bon, il dit tout fait, c'est son ennemi mortel, et donc d'habitude dans nos dramas, on a toujours droit à, oui, il faut que je me venge, et donc mon ancien amant, je vais le buter et tout, parce que honneur à ma famille, honneur à mes ancêtres, honneur à mes machins. Ah mais là tu te dis, elle va se transformer en chimène, putain, ça va pas. Voilà. On va y avoir droit. Et là, surprenant, d'un coup, les scénaristes sortent. Ouais, mais en même temps, ça me concerne pas trop. Va, vos histoires à la con, je m'en fous. Moi, j'aime ce type. Donc, la vengeance, tu te la fous au cul. C'est sans fin. Parce que moi, j'ai rien à voir avec cette tribu-là. Je les connais pas, je les connais plus. Je sais pas d'où ils viennent, je sais pas où ils vont. Moi, aujourd'hui, c'est pas ce que je veux, en fait. Et là, t'es sidéré. Puis en plus, en disant, en même temps, on va pas continuer à se taper comme ça éternellement sur la gueule, hein, encore une fois. On va peut-être essayer, justement, d'apprendre à se comprendre. Parce que de chaque côté, de part et d'autre, t'as des hommes, des femmes qui souffrent, des orphelins, des gens qui ont perdu des proches. Peut-être qu'on pourrait arrêter et puis repartir sur de nouvelles bases, tu vois. Et tu te dis, c'est génial, ils ont enfin fait ça, quoi. Ah oui, ça c'était la révolution. Et lui finalement, il est d'accord avec ça, et ses troupes aussi sont d'accord avec ça, c'est-à-dire que quand le mal absolu, là, notre nuée de mouches, là, se manifeste à la toute fin, et que elle va réussir à atteindre le cœur du personnage principal en l'embrassant, machin, là, tu as à la fois les Célestes et la tribu le clan de la Lune, qui s'unissent pour combattre les effets dévastateurs de l'esprit maléfique qui se répand partout, en fait. Donc, c'est que eux aussi, ils se sont dit, bon, ça y est, on a un ennemi commun, il est temps d'enterrer la hache de guerre et de faire une trêve, quoi. Parce qu'il y en a marre que tout le monde crève, tout le monde souffre, quoi, ça va bien. Puis d'autant que les tribus sont toujours mélangées, parce que tu l'as aussi avec les deux filles, là, tu vois, les deux, la bitch et puis le boulier, là, qui sont en fait sont des sœurs et qui sont l'union interdite entre un céleste et une tribu. Enfin, il y a plein d'arcs qui sont bien écrits, encore une fois, on va pas pouvoir rentrer dans le détail, ça va pas être possible avec le temps qui nous reste. Tu vois, même le méchant, il a une relation compliquée avec le dieu de la guerre. À un moment, tu te demandais si ça peut partir en boy love, tu vois, au tout début, quand t'as pas encore calculé l'histoire avec la Shifu. Mais il aime sincèrement le dieu de la guerre et le dieu de la guerre, ils sont vraiment amis. En fait, ils travaillent l'un contre l'autre sans le savoir, et ils ont des explications et des conversations hyper profondes et hyper intéressantes. Et voilà, et c'est vraiment, c'est pas superficiel, bien que ce soit dans du conte de fées, comme on a dit,
dit dégoulinant, mais dégoulinant dans le bon sens du terme, parce que ça te fait du bien, en fait, et ben, c'est vraiment que des bonnes choses positives. Peut-être pour conclure, faudrait qu'on revienne plus sur du sexy, parce que vous nous connaissez, parce qu'il y en a. Les moments des confessions et des déclarations d'amour, peut-être que c'est le meilleur moyen qu'on termine l'épisode, parce qu'ils sont magnifiques. Parce qu'on a dit, il y avait les mariages qui sont, où ils se marient pas ensemble. Comme ça, finalement, tu les verras jamais mariés. Bah, en fait, si, ils se sont mariés dès le premier épisode, cosmiquement. Ils sont mariés dans la force. Le plan cosmique. Oui, et ils sont mariés symboliquement avec des échanges de bracelets qui correspondent à des anneaux, je peux pas le dire autrement, et dans le fait qu'ils ont échangé leurs esprits primordiaux avec leurs petites graines et leurs machins et tout ce que tu veux. Donc oui, ils sont mariés. Mais on nous les a donnés quand même en mariés ensemble, parce que justement, quand ils sont à se marier, a priori avec quelqu'un d'autre dans le monde des mortels, finalement, la nuit de noces, ils la passent ensemble. Déjà, et il lui dit, je t'ai vu dans plein de vêtements, je t'ai vu dans les vêtements des fées, je t'ai vu dans les vêtements de ma tribu à moi, mais le plus beau que j'ai jamais vu, c'est toi en mariée. Très joli quand même, faut le dire. Et du coup, le moment finalement où va révéler son pouvoir, c'est en le protégeant lui, et c'est le moment où ils ont leur déclaration d'amour, parce qu'elle lui sauve la vie et tout, et il dit, mais pourquoi tu m'as sauvé la vie? Alors, elle dit pas je t'aime tout de suite, mais là, il te l'empoigne, le toucher des mains à ce moment-là, les mains qui sont unies, le bisou sur la plage où ils sont dans leur tenue de mariée. Avant le coq-bloc. Bon, malheureusement, ils se font coq-bloc. Voilà, c'est ça, t'as le coq-bloc. Mais alors, c'est beau. Et pareil, le moment où elle va être elle est enfin reconnue comme reine par le peuple parce qu'elle a accepté de traverser l'épreuve ultime, machin. Il va la chercher dans une image qui est du plus beau Gustave Doré. Enfin, vraiment, c'est un conte de fées, ce moment où il va la chercher sur cette espèce de lit. Elle a cette tenue de fée, il est en noir, c'est trop beau. Il va faire sa demande en mariage. Elle dit, non, mais attends, j'ai un truc à te dire avant. Il dit, oui, mais moi, c'est plus important. Non, moi, c'est plus important. Et elle le demande en mariage. C'est elle qui fait la demande. Génial. Oh, c'est beau. Ça, c'est génial. Et lui, tu vois, il est tellement heureux qu'elle le demande en mariage. En fait, il était pas sûr qu'elle accepte. Et en fait, elle prend les devants. Elle veut vraiment l'épouser. Ça, c'était vraiment chouette. C'est hyper moderne aussi. Il est tellement ému qu'il dit rien en plus. Il dit rien. Il dit, ah non, tu veux pas en fait. Oh, il est juste trop ému à ce moment-là. C'est trop mignon. Bah, la seule autre fois où j'ai vu une fille demander un mec en mariage, c'était Soussou et Yeroi, en fait. C'est elle qui le demande en mariage. Oui. Chez les mortels. Bon, c'est vrai qu'après, pour le coup, on avait un baiser explosion d'ovaires. On n'a pas eu des explosions d'ovaires, mais on a eu des flottements de cœur. Bon, en même temps, il est tellement jeune, notre Dylan Wu, que je dirais pas que bon, voilà. Mais en même temps, le romantisme fonctionne vraiment et vraiment beau. Où t'es là, oh, ça fait vraiment ça. Et en plus, j'ajouterais qu'il y a des moments d'une intense beauté. Alors, l'actrice est très jolie aussi, et c'est vrai qu'il y a des très beaux plans, ils sont très beaux. Mais alors, ils l'ont mis en valeur des fois, notre Dylan, qui parfois prend des expressions, comme on a dit, cartoonesques. Mais il y a des moments où c'est un prince de conte de fées avec ses lâchers de cheveux. Il y a un moment, il y a un beau lâcher de cheveux peignoir d'ailleurs, après qu'il a morflé à un moment. Je sais pas, il y a des côtés altiers et hiératiques avec des fonds, des costumes avec des hauts cols et tout. Presque comme une princesse Disney. Hein, il pourrait être une méchante de conte de fées, tu vois, ça pourrait être entre la reine de Blanche-Neige et Maléfique. Ou Kylo dans l'épisode 7, qui avait son grand col, comme ça. Oh il a des beaux costumes avec des beaux tissus, globalement. Et puis, il est quand même super badass et sexy quand il a ses yeux qui deviennent remplis de feu de l'enfer bleu, là, et puis qui d'un seul coup, il a tout... En plus, il a des postures assez animales, en fait, quand il invoque son dieu de l'enfer, son feu de l'enfer, pardon. Il a des postures assez animales. Oui, c'est ce que j'appelle le moment Blue Steel Zoolander, moi, parce qu'il y a des fois, c'est quand même pas très bien. Ouais. Et là, il a l'air super badass, quoi. En conclusion, faut y aller, hein. Faut le regarder. Faut y aller. C'est ce que j'avais dit au début. Ça va être dur parce que on est obligé de conclure because. Mais alors, il y a tellement de choses. Enfin, en plus, encore une fois, qu'on disait cosmique, t'as tous les éléments qui sont passés, le soleil, la lune, le sable, l'eau, la neige, le ciel. Enfin, ils ont vraiment une exploration de leur univers. Tu vois, là, encore une fois, avec les fleurs, les machins. Je sais pas, c'est foisonnant. C'est juste
t'as pas envie de le lâcher, cet univers, tellement il est beau. Alors, ce que je pourrais dire, c'est ce que j'ai vu passer dans les critiques, c'était la même chose que nous, un peu dans le sens où on a reproché que ce soit bâclé sur la fin. Qui m'a interpellée, moi, c'est j'ai vu passer quelque chose, quelqu'un disait de la production, on est ravis que ça vous ait plu, à bientôt. Alors, plein de gens se sont emballés en disant, y aurait-il une saison 2? Alors, on n'en voit pas l'utilité, bien qu'on aimerait rester. J'aurais préféré presque qu'il termine sur sa mort et qu'il nous fasse une saison 2 en recherche du fiancé / recherche de Ben Solo. Ouais. Je l'aurais prise, ça aurait pu être intéressant. Je regrette pas ce qu'on a eu. Non, quand même. Pareil. Une saison 2, là, je vois vraiment pas comment ça pourrait Il aurait fallu que ça s'arrête. Ouais, non, là... Au moment où tu te disais, putain, cette série, non, pas encore la saison Skywalker, les gars. Non. Putain, non. Non, faites pas le coup de fois quand même, là. Impossible. Ouais. Dégueulasse. Ouais, non, mais finalement, ce qu'on a eu, c'est bien. J'aurais pas été contre leur version de voir comment ça se passe après qu'ils soient revenus et qu'ils soient en couple et elle est la reine de la tribu et machin, ils ont des bébés et tout ça. Ouais, oui, non, faudrait qu'on ait eu un vrai mariage derrière, tu vois, ils auraient pu nous faire un truc comme ça. Bon, on sait qu'ils sont mariés et qu'on a eu plein de moments de mariage symboliques, on l'a dit. S'il y a un truc, il y a peut-être aussi un message qui était super important et peut-être que c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on conclue. C'est parce qu'on a parlé des destins et des choses comme ça, c'est qu'en fait, ce que j'ai trouvé très beau dans leur définition de l'amour, en dehors du fait que quand j'ai parlé de la question cosmique, parce que c'est filé aussi, c'est-à-dire que à plusieurs moments, ils agencent l'idée que l'amour c'est la théorie du chaos en fait, et que la création du monde c'est ça, c'est le chaos. En fait, du chaos naît quelque chose, enfin vraiment le Big Bang, et c'est ce qu'on a eu en image. Et en fait, ils l'ont même formulé plusieurs fois parce que elle a pas de destin avec lui. Non. Et lui, il a pas de destin avec elle. C'est ce qu'on t'a expliqué avec cet arbre du destin. C'est ce qu'on te montre plusieurs fois et avec le retour de la maîtresse à la fin qui est justement la déesse du destin, en fait, et qui leur redit ça. C'est-à-dire que l'amour, en fait, c'est quelque chose qui est pas prévu et du coup, tu écris ton destin parce que en amour, il y en a pas de fatalité. C'est ce que tu en fais. Dans une histoire à la Roméo et Juliette avec autant de thèmes symboliques, yin-yang, machin, etc. Quel beau thème. Et quelle belle exploration qui m'a vraiment percuté, quoi, qui m'a vraiment plu. C'est vrai que du coup, les amours prédestinés, on aime bien, mais quand c'est aussi l'amour qui transcende le destin, les contraintes, etc., on aime encore mieux, quoi. Si c'est l'amour qui réaligne les étoiles, au lieu que les étoiles s'alignent pour qu'il y ait l'amour, moi je préfère aussi. Hein. Ah, c'est exactement ça, t'es parti sur Dante avec l'amour. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on avait avec Relo, je le répète, c'est ce qu'on aurait dû avoir. C'était l'amour qui transcende les destins et tout. Et les clans. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. Hop, on attend vos retours. Et puis, voilà, un épisode qui nous tenait à cœur, qu'on a fait vite après que j'ai fini de regarder. Hein, Et on va y retourner tout de suite. Ouais, je vais me refaire des scènes. Allez, c'est parti. À bientôt. À très bientôt.